Match amical qui sera joué à huis clos, pour lequel le sélectionneur Roberto Martinez a convoqué 5 nouveaux jeunes joueurs, dont Zinho van Eusden, Joris KMB ou encore Alexis Salemakers. En cyclisme, victoire d'un coureur suisse au sommet du mur de Huy. Marc Hirschi, 22 ans, s'est montré le plus costaud dans les derniers mètres de l'ascension, devant le Français Benoît Cosnefroy et le Canadien Michael Woods. Cyclisme toujours, pas d'Amstel Gold Race cette année. La classique néerlandaise qui devait avoir lieu la semaine prochaine est annulée en raison du durcissement des mesures sanitaires aux Pays-Bas. Enfin en tennis, Nadal, Thiem et Wawrinka se qualifient facilement pour le 3e tour. Chez dames, Elise Mertens est toujours aux prises face à l'Estonienne Kanepi. Et puis la météo, pas mal de nuages, l'une ou l'autre faible averse, un temps assez doux pour terminer la journée, 14-18 degrés. Demain, on ne dépassera plus les 14 degrés et on aura de la pluie. La fin de ce flash, très bonne soirée. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Eh bien, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver sur Arabelle FM pour ce premier numéro de Zone Technique, votre rendez-vous mensuel qui replace l'entraîneur au centre du jeu en partenariat avec la communauté des entraîneurs francophones de football. Et on s'intéresse ce soir au coaching féminin avec en plateau, bien sûr, 2 coachs féminins, avec Audrey Demoustier qui est T1, entre autres, de l'équipe féminine du FC Wystar Woluwe et qui évolue en Super League. Bonsoir Audrey. Bonsoir Rudy. Ainsi que Sabine Broncard, qui a aussi une multitude de casquettes, mais qui est entre autres T1 de l'équipe féminine de futsal de Volvo-Calamine, mais qui est aussi contact provincial pour la CEFF. Bonsoir Sabine. Bonsoir Rudy. Voilà. En quelques mots, est-ce que Audrey, tu peux présenter un peu ton parcours, parce que tu as quand même une belle carrière déjà. Ouais, donc moi d'abord j'ai commencé en tant que joueuse chez les garçons à l'âge de 6 ans, et puis j'ai continué avec eux jusqu'à l'âge de 15 ans, et puis j'ai dû me diriger vers une équipe féminine parce que je pouvais plus jouer avec les garçons. Et là après je suis allée à Braine-le-Comte, et puis je suis venue ici au Femina Wystar Woluwe, ce qui m'a permis après de pouvoir rejoindre l'équipe nationale de par les prestations. Et puis 2 ans plus tard, je suis arrivée au Standard de Liège, qui s'appelait avant le Standard Femina. Et puis je suis revenue au Femina Wystar Woluwe pour terminer ma carrière, et maintenant je suis devenue coach depuis maintenant 2 ans. Un titre et puis devenu coach. J'ai pas gagné le titre, on était deuxième. Voilà, mais j'ai gagné le titre en tant que joueuse. En titre en tant que joueuse, exactement. Voilà, exactement. Avec Tamara Cassimon, qui était l'entraîneur à ce moment-là du Femina Wystar Woluwe. Voilà, qui est T2. Qui est T2 des Red Flames. Voilà. Et aussi un beau palmarès au niveau des titres, j'ai vu ça, c'est tout pas à mal. fait, voilà, avec le Standard, je pense qu'on a gagné pas mal de titres, surtout avec la Benelux qu'on a pu vivre avec les Hollandais. C'était des moments magiques, je vais dire, dans une carrière de footballeuse. On pouvait pas mieux rêver, je vais dire. J'imagine. Sabine. Oui. Voilà, à toi. Moi, pas du tout le même parcours que Audrey. J'ai débuté très tard le football, vers 15-16 ans, dans un petit village de Liège, que même si je dis le nom, je pense qu'on ne saura pas c'est quoi. J'ai débuté dans le provincial, et j'ai fait toute ma carrière dans la province du Luxembourg, vraiment dans des petits clubs. Et j'ai eu la chance de terminer ma carrière via le RAEC Mons, et qui a été vraiment un de mes derniers clubs avant que le RC Mons s'éteigne et devienne Saint-Guilain. Et j'ai arrêté ma carrière à 32 ans, et je suis coach depuis au niveau foot et futsal. Voilà. Toujours joueuse en tant que futsal, mais je fais les deux. Et présidente de la Ligue francophone de football en salle. Voilà. Alors c'est 2 parcours différents, mais avec beaucoup d'expérience, et c'est ça qui va être enrichissant ce soir. Oui. Alors aujourd'hui on féminise beaucoup pas mal de fonctions au niveau du métier, de la fonction des femmes. Quel est pour vous le féminin du mot entraîneur? Ça, c'est une bonne question. Une bonne question, ça. Voilà. Parce que je me suis posé la question, on dit entraîneur, mais quel est le mot féminin pour toi, ce serait quoi? Coach, chez nous on dit coach. Voilà, donc c'est ça, coach. Ouais, coach. Ouais, il n'y a pas entraîneuse. Entraîneuse, ça... non. Coach. C'est vrai que entraîneuse, ça a une autre connotation. Ça passe moins bien, je trouve. Voilà, ça passe coach, moins bien. Mieux. C'est voilà. mieux. Et c'est vrai qu'en lisant, c'est compliqué en fait de trouver le féminin d'entraîneur. On peut mettre entraîneur, et souvent, parfois on parle du poste de coach, du poste d'entraîneur pour une femme. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, et
ben voilà, on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Bon, entraîneur, coach, c'est très bien. Voilà. Alors n'hésitez pas à réagir aussi via la page d'Arabelle Sport, si vous avez des commentaires, des réactions, des questions aussi à poser à nos deux invités, ainsi que sur la page de la communauté des entraîneurs francophones de football. On aura tout à l'heure Xavier Donnet, qui est manager du football de base, mais aussi responsable du football féminin, qui est aussi T1 des U19 des Red Flames, donc a une expérience aussi dans le coaching. Mais au niveau de l'état des lieux aujourd'hui, des coachs féminins, y a-t-il beaucoup de coachs féminins aujourd'hui ? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a pas énormément, mais c'est en train de se développer. Et il y a surtout, je pense que la CFF met en place beaucoup de formations, en tout cas, pour que les filles puissent elles aussi coacher et surtout faire connaître qu'on peut devenir coach. Et je crois que c'est important, des gens comme Sabine et bien d'autres, qu'on soit des exemples pour toutes ces jeunes qui un jour vont devoir nous remplacer aussi, mais aussi aller coacher des jeunes filles et aussi des jeunes garçons, c'est important. Oui, tout à fait. On y reviendra sur la formation au niveau des entraîneurs spécifiques féminins. Et dans le niveau provincial, Sabine, est-ce qu'il y a beaucoup de coachs et à quel niveau elles sont? S'il y en a, c'est vrai qu'on a beaucoup développé la Coupe du Monde, la médiatisation de la Coupe du Monde. On voit la création de beaucoup d'équipes féminines, aussi grâce au label aussi. Mais on voit moi je vois sur les réseaux sociaux que beaucoup de clubs maintenant veulent avoir leur équipe féminine. Et on voit qu'il y a beaucoup de petites filles dans les foot stages qui s'inscrivent. Et en provincial, au niveau amateur. En provincial, au niveau amateur, on en a quelques-unes au niveau P1, P2 féminin, mais on en voit énormément dans la formation des jeunes. Voilà, on rencontrera beaucoup de coachs féminins dans la catégorie peut-être U6, U7 pour rechercher ce côté maternel. Et puis si des personnes comme moi, on est plutôt dans la provinciale P1, P2 quoi. Et ça veut dire quoi, que les coachs masculins sont pas bons dans les petites catégories? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais voilà. Non, mais je pense que non, mais je crois que la femme ou les jeunes filles ont ce côté un peu plus maternel que les enfants ou les plus jeunes, tout ce qui est les U6, les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans apprécient en tout cas d'avoir une maman, ce côté une maman à leur côté. Et donc ça c'est toujours agréable, ça passe peut-être mieux avec les enfants, ce côté où on peut un peu plus discuter et on laisse en tout cas les enfants prendre part à plein de discussions et voilà, je crois que ça n'a que c'est l'avenir devant nous. Oui, tout à fait. Et après, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve plus alors? On les voit dans la petite catégorie, mais on va dire foot à 11, quand on arrive au foot à 5, foot à 8, on les retrouve encore, et puis on arrive au foot à 11, même garçons, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas? Moi, je pense qu'on a un gros travail à faire à ce niveau-là, c'est qu'on doit leur donner confiance. J'ai suivi la formation avec David Van Rentegem justement ici sur Bruxelles, qui était l'UFAC 100% féminin. Et la réaction des joueuses, c'est de dire on est dans un environnement qui nous plaît, parce qu'on peut échanger, parce que c'est essai-erreur, on corrige, on avance, et c'est important, je pense, pour une fille de se sentir bien. Et je crois qu'il faudra valoriser à l'avenir et leur donner en tout cas les moyens et leur dire qu'elles sont capables. Et on a toujours vécu avec des hommes, et je pense que pour s'épanouir, il faut justement avoir beaucoup de confiance. Et donc je crois que ça va venir et qu'on va y arriver. Mais il faut aussi que le club ait confiance en la femme. Tout à fait. Parce que certains dirigeants, moi je le vis plus, en tout cas de mon côté, il faut encore que le club puisse s'ouvrir à la mentalité d'accepter que ce soit une femme qui coach une équipe d'un jeu à 11 et une équipe garçon. Donc c'est un peu, dans certaines mentalités, moi je l'ai vécu dans un club, c'est assez difficile, quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment important, donc vraiment donner la confiance justement, la femme a besoin peut-être d'avoir plus de confiance du club, peut-être directeur technique, pour pouvoir coacher à peut-être un plus haut niveau, ou peut-être des garçons. En fait. Et puis, comme le dit Sabine, je crois qu'il faut leur donner la chance aussi de prendre des équipes à 11, du jeu à 8 aussi. C'est important pour leur développement et je crois que c'est en leur donnant cette chance de pouvoir s'exprimer en tant que coach qu'il y en a plus de femmes en tout cas et plus de filles qui vont s'y mettre. Moi, j'en suis persuadée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'enfin le foot est un sport féminin? Moi, je pense que oui, et je pense qu'avec les médias qui font aussi, qui diffusent les matchs des Red Flames, qui maintenant on diffuse des matchs de Super League, ce sera important pour le regard et que
voilà, on puisse dire que le foot, c'est aussi au féminin. Et est-ce que les préjugés ont encore la dent dure par rapport à ça ou pas? Est-ce que vous le sentez, vous Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant? Oui. On évolue un petit peu. On évolue. Il y en a encore. Lesquels par exemple? Écoute, il n'y a pas longtemps, moi, je rencontre, voilà, au féminin, au Stade Fallon, on a nos jeunes filles qui sont sur les terrains, et je rencontre un papa qui venait déposer son fils pour le Racing Weight. Et il dit, il y a du foot pour les filles ici. Bah oui. Alors je vais rentrer à la maison et je vais encore discuter avec ma femme, voir s'il veut bien que ma fille joue au foot. Donc les mentalités doivent encore changer, mais je pense que c'est surtout que le foot pour les jeunes filles de 5, 6, 7 ans, on le connaît pas encore, et donc c'est là où on a un gros travail à faire, c'est dire que les jeunes filles aussi peuvent s'épanouir sur le terrain avec les garçons ou entre filles. Pour nous, c'est la même chose du moment qu'il y a une petite fille qui se met à jouer au football, tout simplement. Il y a aussi, je pense que ce qui a aussi beaucoup incité et ouvert les esprits, je pense, par rapport à la Coupe du Monde féminine, c'est qu'on s'est rendu compte que les joueuses de foot sont féminines. Non? Effectivement. Vous pensez pas? Ouais, effectivement, mais je pense que plus on va avoir des femmes qui sont féminines, et plus ça va valoriser en tout cas la discipline, et c'est ça qui est important. Et aussi via nos Red Flames, c'est important l'image qu'elle donne et qu'elle reflète en tout cas aux yeux des gens quand on regarde un match, ou même quand on les voit en dehors, c'est super important. La Coupe d'Europe a fait une grande montée au niveau féminin. Ouais. Et toi, Sabine, tu es coordinatrice au club de Moustier. C'est ça. Vous avez des équipes féminines? Oui, on a une P2. Ouais, on n'en a qu'une seule, mais on a des gamines qui jouent dans les catégories avec les garçons. Okay. Et c'est récent ou c'est tout nouveau dans le club? Non, c'est déjà depuis quelques années. C'est vrai qu'on a des clubs qui sont un peu historiques, qui sont au niveau féminin, et puis tu as des nouveaux qui arrivent. Et au niveau de la moyenne d'âge de l'équipe P2? Je veux dire entre 20 et 30 ans. Donc déjà quand même quelques années. Est-ce qu'il y a dans votre carrière un coach qui vous a marqué? Vous êtes dit... Oui, il y en a plein. Ça dépend dans quel sens qui nous a marqué. Non, dans le sens positif, des choses qui vous ont peut-être donné le goût un jour de dire, d'évoluer personnellement en tant que joueuse, mais de se dire finalement, tiens, si un jour je suis coach, j'aimerais bien ressembler à tel coach. Là, vous avez moi, c'était plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Le jour où je serai coach, je ne serai pas à ce coach. Enfin, je ne lui ressemblerai pas. Finalement, moi, ma carrière en tant que coach, elle a été en me disant, je ne serai pas comme ça, je ne serai pas comme ça, je serai comme ça. J'ai repris le négatif et pas le positif. Je suis fait mon petit truc à moi en me disant, je ne serai jamais comme ça. Donc voilà. Après, il y a des choses positives quand même, mais. Ouais, écoute, il y a quelques entraîneurs qui m'ont marqué dans la carrière, et comme Sabine le dit, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Et moi, si je peux en dire un, c'est, je crois, celui qui m'a vraiment marqué dans ma carrière, c'est Yves Cernels, quand il est arrivé en équipe nationale, où on a vraiment vu le changement, parce qu'il a apporté une autre dynamique, je vais dire, au niveau des Red Flames. Et moi, j'ai vu cette évolution quand il est arrivé chez les Red Flames, et quand je vois maintenant, il y a un travail énorme qui était fait là, et ça, je crois que il faut lui laisser. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué, en tout cas dans ma carrière. Tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à Yves Cernels, c'est que en fait, il est arrivé, mais en fait, on dirait qu'il y a très discrètement, en fait, tout s'est fait. Il n'y a pas eu il a mis des choses en place, mais il y a tout un travail de fond en fait qui a été fait, mais très discret en fait. Oui, il est arrivé très très discrètement, mais il a mis des choses en place et il a permis en tout cas aux joueuses belges de pouvoir progresser et de devenir de plus en plus des joueuses pro. Parce que maintenant, quand on voit tout ce qui est mis en place, il y a un travail énorme qui a été fait, et on voit de par leurs prestations, on voit que les matchs maintenant sont diffusés, donc il y a un travail qui est fait au niveau de la fédération belge pour justement mettre en avant nos joueuses. Et ça, je pense qu'on le doit à Yves Cernels, qui est là depuis le début et qui a fait grandir cette équipe. Ouais, et on a vu les résultats aussi. Tout à fait, voilà. Et est-ce que dans le coaching féminin, ou quand on est joueuse, est-ce qu'on est plus à l'aise avec un coach féminin ou un coach masculin? Est-ce que parfois il y a des aspirations en se disant... Moi, je suis plus à l'aise avec un coach masculin. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien cette complicité, ce binôme, parce que dans une équipe, en tout cas moi qui ai coaché le féminin, on a besoin de ces deux personnalités.
C'est une plus-value. C'est une plus-value, oui. Écoute, moi, quand je suis devenue coach, je devais choisir un T2 et je voulais pas une femme. Je voulais un homme, de par, il y a une différence entre une femme et un homme et je trouve ça tellement important d'avoir les deux côtés, pour... Les deux visions. Voilà, deux visions différentes, j'ai envie de dire, mais qui peuvent en tout cas apporter un plus à toutes les joueuses. Est-ce que vous avez un coach aussi que vous idéalisez? Dites là, ça c'est mon coach idéal. Bon, s'il est en Belgique, ne donnez peut-être pas. Toi, tu dois pas dire Yves Cernils. Mais une que j'ai toujours trouvée assez. Il y en a qui pensent à Mourinho, à autre chose. Moi, c'est plutôt un coach féminin. Si je me trompe pas, de l'équipe nationale allemande. Une femme. Ah oui, c'est une femme. Ouais, voilà, me semble bien. Ouais. Oh, ouais. Par sa prestance, je sais pas, ce qu'elle dégage, son charisme. Ouais. Non, écoute, moi, s'il y en a un que je dois citer, c'est Diego Simeone. De par tout ce qu'il a amené, tout ce que et tu peux lire tout ce qu'il fait. Voilà, c'est top. Mais il y en a plein d'autres aussi où tu prends des livres et tu essaies de t'enrichir, où tu les écoutes. Mais s'il y a un coach belge, je dirais Philippe Mathieu, qui est pour moi très pédagogue et on voit qu'il a été professeur d'éducation physique dans sa carrière et moi j'apprends énormément et je le trouve très humain et je le trouve vraiment c'est vraiment un chouette entraîneur en tout cas à écouter et à voir. Voilà, mais c'est vrai qu'on se nourrit un peu de toutes les expériences aussi. Je pense que c'est important de pouvoir se nourrir en tout cas de tout ce que les coachs qui sont soit à notre échelle ou à l'échelle au-dessus. Et pour moi, si tu veux grandir et progresser, c'est de se servir de ce qu'il y a autour de nous. Ce ne sera que bénéfique. Est-ce que l'une et l'autre, en tant que coach, vous avez un plan de carrière? Est-ce que vous avez, par exemple, un objectif à atteindre en tant que coach en disant moi, j'aimerais bien peut-être être à tel niveau, coacher telle équipe c'est toujours un rêve de se dire allez un jour pas prendre la place de Yves Cernils, mais presque on a envie à un moment de pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais après je pense que la formation des jeunes pour moi est la plus importante parce que ça restera toujours la bonne base pour le futur. Oui. Mais tu as eu une proposition toi à un moment donné pour coacher en Division 1, mais tu as refusé. Pourquoi? J'ai refusé parce que j'estimais que j'avais pas encore cette expérience et je me sentais pas prête de prendre cette expérience, en tout cas l'expérience d'Audrey, donc je me sentais pas prête. J'avais besoin encore moi-même personnellement de prendre de l'expérience, avoir un plus grand bagage que ce que je n'avais il y a 2 ans. Ok, on va faire une petite pause musicale et puis on revient dans quelques minutes avec Xavier Donnet. No entiendo por qué, mami quiero saber, yo no quiero perderte, estoy perdido, muéstrame el camino, porque quiero estar contigo, dime ahora, mami por qué no quieres hablar, mami por qué no quieres hablar, dime ahora, mami por qué no quieres hablar, mami por qué no quieres hablar, sé que esto duele mucho, pero quiero estar contigo, amor ven aquí, verte por acá, que yo te quiero bambino, quiero bambino, quiero bambino, contigo bambino, no entiendo por qué, mami quiero saber, yo no quiero perderte, estoy perdido, muéstrame el camino, porque quiero estar contigo, dime ahora, mami por qué no quieres hablar, mami por qué no quieres hablar, dime ahora, mami por qué no quieres hablar, mami por qué no quieres hablar,
te sigo esperando. Tú eres para mí, yo soy para ti. Vivimos esa vida juntos para siempre. Ey, para siempre. Para siempre. Para siempre. No entiendo por qué. Mami, quiero saber. Yo no quiero perderte. Estoy perdido. Muéstrame el camino, porque quiero estar contigo. Dime ahora, mami, ¿por qué no quieres hablar? Mami, ¿por qué no quieres hablar? Dime ahora, mami, ¿por qué no quieres hablar? Mami, ¿por qué no quieres hablar? Un tour chez Auto-MM, tu démarres au quart de tour. Hé, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va? Avec Auto-MM, elle est au top. Auto-MM, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, parking sur place. Auto-MM, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Prenez soin de vous comme de votre voiture. Auto-MM vous propose une gamme de produits désinfectants pour votre sécurité. Auto-MM, roulez en sécurité. Plus d'infos sur automm.be. Le virus apporte enfin de bonnes nouvelles. Depuis qu'on ne peut plus se toucher, on est obligé de devenir plus touchant. 1,50 m entre chacun de nous. C'est un pas et demi pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. On se voit moins, mais on se voit mieux. Pas comme avant, mais la vie reprend. Gardons nos bons réflexes, gardons nos distances. J'existe autrement. Une initiative de la région de Bruxelles-Capitale. Prendre les transports en commun, c'est ajouter de nouvelles habitudes à votre quotidien, comme apprendre une nouvelle langue, ou lire 32 pages d'un livre passionnant. 37, je pouvais pas m'arrêter, j'ai dû le terminer sur le quai. Alors, rajoutez les transports en commun à vos nouvelles habitudes. Une campagne de l'ASTIB, de l'AIN, le TEC et la SNCB. Pensez à vous protéger et à protéger les autres. Dans les transports en commun, ajoutez le masque à vos nouvelles habitudes. Voilà, bienvenue sur Arabelle FM dans notre émission Zone Technique où ce soir nous accueillons Audrey de Moustier ainsi que Sabine Broncard. Et nous avons par téléphone Xavier Donnet. Xavier, est-ce que tu m'entends? Oui, parfaitement. Voilà, bonsoir Xavier, tu vas bien? Bonsoir Rudy, bonsoir à toutes. Bonsoir. Très bien, merci. Voilà, donc Xavier, donc tu es le manager du football de base, mais aussi responsable du foot féminin en ACFF, mais tu es aussi le T1 des U19 Red Felem. Eh bien, exact. Voilà. Mais en tant que responsable du football féminin, j'ai envie de te poser quelques questions. C'est déjà de présenter peut-être quelles sont les différentes possibilités de formation pour les femmes aujourd'hui. Je dirais que le cursus est le même tant pour les hommes que pour les femmes, si ce n'est qu'à la CFF, nous souhaitons stimuler la participation des dames, des jeunes dames à la formation des entraîneurs, des formateurs, et donc nous proposons des cours spécifiquement dédiés à la jante féminine. Mais en termes de contenu, là on est copié-collé sur ce qui se fait pour les hommes. Oui, c'est les formules qu'on appelle 100% féminin. Est-ce qu'il y a eu une évolution du nombre de coachs féminins formés depuis quelques années? Oui, tout à fait. Je dirais qu'au niveau de la CFF, on s'est rendu compte que les dames apportaient une plus-value à la formation des jeunes enfants. Et donc, raison pour laquelle on veut stimuler leur participation, leur présence au sein de notre formation des jeunes. Et donc, cette évolution est constante. Mais néanmoins, on a encore beaucoup de travail pour convaincre les dames à se lancer dans un cursus d'entraîneur et peut-être palier par palier, arriver au sommet de la pyramide et pouvoir entraîner un jour les équipes féminines du plus haut niveau ou les équipes masculines du plus haut niveau. Il n'y a pas
d'exclusive. On est conscient et persuadé que les dames apportent cette plus-value au niveau des enfants, mais il n'y a pas de raison qu'elles apportent également, par leurs compétences pédagogiques et techniques, une plus-value aux équipes, au football en général et au football adulte par la suite. Et au niveau des formations, c'est plus des coachs féminins qui ont suivi le cursus UFAC, brevet B? Pas nécessairement. Donc on a tout public qui se lance dans la formation brevet C, donc des mamans, des anciennes joueuses, des délégués qui veulent accompagner parfois leur enfant, leur petit garçon ou leur petite fille. On a des demoiselles qui jouent encore au foot dans les équipes U19, U17, même en équipe nationale, et qui se lancent dans la formation des jeunes. Donc le public est relativement hétéroclite, et c'est ce qui fait je veux dire la richesse actuelle des formations d'entraîneurs spécifiquement pour les gammes. Et quels sont les freins ou peut-être les incitants dans le coaching féminin aujourd'hui? Pour ce qui est des cours, donc des formations, c'est les contraintes évidemment de se déplacer tous les lundis soirs dans un centre de cours, raison pour laquelle on a essayé d'avoir un parcours un peu différent, une organisation un peu différente des cours. Par la suite, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de candidats, par exemple, pour l'UFAB ou l'UFAA, il faut savoir qu'on n'a que, du côté francophone, quatre dames qui ont l'UFAA, donc qui ont le plus haut degré, l'UFA Pro. Donc 4 dames, c'est pas grand-chose sur l'ensemble de notre territoire et sur l'ensemble de tous les coachs qui officient chaque week-end, que ce soit dans le monde adulte ou dans la formation des jeunes. Est-ce que parfois on ne cantonne pas trop les coachs féminins dans les petites catégories? On parlait tantôt de confiance, on a parlé finalement, on devait donner plus de confiance. Le coach féminin a plus de confiance de l'extérieur du club pour pouvoir peut-être coacher à haut niveau que peut-être coach masculin. Je pense qu'actuellement, c'est pas vraiment un problème une spécificité de genre, mais peut-être encore de compétences. Il faut savoir que peu de dames ont fait tout le cursus d'entraîneurs et donc n'ont pas encore développé peut-être toutes leurs compétences technico-tactiques, et c'est ça à la fédération qu'on doit essayer de faire, c'est justement d'offrir cette opportunité aux dames qui en ont l'ambition, la motivation et les compétences technico-tactiques de continuer à se développer pour pouvoir atteindre le niveau UFAB, UFA, pour justement pouvoir prétendre à des postes dans les catégories supérieures, dans le jeu à 11 et pourquoi pas dans le monde adulte et dans le monde adulte au plus haut niveau, que ce soit encore chez les dames ou chez les hommes. Oui. Quelles sont selon toi les qualités d'un coach féminin qu'on retrouve spécifiquement? Je pense qu'en termes de pédagogie, et certainement, je parle pour la formation des jeunes, pour l'approche au niveau des enfants. Je pense que les dames font preuve de plus de patience, de plus de pédagogie, et leur attention va être portée sur l'ensemble des enfants, donc sur chaque petit joueur, sur chaque joueur de son effectif, alors qu'on constate une différence par rapport aux hommes qui vont plutôt privilégier l'équipe, le résultat peut-être de l'équipe, au détriment parfois des joueurs un peu plus modestes ou un peu plus timorés ou un peu plus inexpérimentés. On constate qu'avec les dames, on n'a pas cette problématique et que souvent, lorsque le groupe est dirigé, encadré par une dame, on connaît beaucoup moins de pertes en termes d'effectifs. Donc les enfants vont abandonner beaucoup moins vite parce qu'ils vont sentir la bienveillance, l'empathie, peut-être plus prononcée chez une dame que chez un entraîneur masculin. Et donc peut-être un staff mixte, c'est peut-être une plus-value peut-être pour les joueurs. Certainement, c'est d'ailleurs la tendance au niveau des équipes nationales je dirais à la demande des fédérations internationales comme l'UEFA ou la FIFA, qui essaie justement de donner l'opportunité aux dames d'intégrer les staffs composés majoritairement d'hommes pour l'instant, et on le voit au niveau des équipes nationales où la mixité est présente mais encore une fois, elle est présente pour l'instant dans les équipes féminines, mais pas encore, et je le regrette, dans les staffs des équipes belges masculines. Tout à fait. L'étape suivante. On y arrivera, je pense. On a en Belgique pour la première fois une première ministre, donc je pense qu'il faut donner le temps au temps. Chaque chose, chaque train s'efface progressivement, et donc un jour viendra où la mixité sera de pair avec
autant chez les garçons que chez les filles, j'en suis convaincu. Alors, 2 petites questions, je sais que ton temps est compté, parce que là, t'es en formation, mais est-ce que dans le développement des compétences des coachs féminins, est-ce que parfois allier les formations mixtes hommes-femmes, c'est pas une plus-value dans l'échange? Je sais que ça se fait, par exemple, au niveau RTFJ, il y a quelques femmes qui suivent la formation. Est-ce que ça peut pas être une plus-value aussi pour le développement de compétences? Oui, tout à fait. Et en fait, il faut certainement pas cloisonner les dames dans un cursus exclusivement féminin. Donc, on le fait tout au début, justement, pour essayer d'attirer un maximum de dames vers la formation. Mais ensuite, c'est sûr que l'échange entre hommes et entre femmes va apporter la plus-value, va renforcer les compétences des femmes, mais aussi des hommes. Peut-être qu'un jour, on aura notre Hélène Costa aussi en Jupiler Pro League. Oui, certainement. Certainement. Je pense que la première étape, ce sera peut-être à la tête d'Eret Flames un jour, avec, je ne sais pas, Aline Zeller qui s'en rapproche de par son expérience en tant que joueuse, évidemment, et son expertise en tant que coach, puisqu'elle a déjà officié quelques années au PSV Eindhoven, et donc elle a emmagasiné déjà cette expérience. Mais pourquoi pas un jour en Pro League, une femme sur le banc d'une équipe de D1A, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui, mais je pense que c'est pas utopique d'y penser. Si on voit aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus de coachs féminines que masculins, donc pourquoi pas chez nous. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas un jour. Et encore une fois, l'exemple du poste du Premier ministre, voilà, c'était une étape, et voilà, donner du temps, je pense. Ok. Merci Xavier pour avoir pris de ton temps, de pouvoir répondre à nos questions, et je te souhaite une excellente soirée. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Voilà, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Xavier, dans ce qui a été dit? Quand il dit qu'au niveau d'une expérience d'une femme, il espère en avoir une, donc c'est peut-être encore trop tôt. J'ai l'impression qu'en entendre ça, c'est plutôt, quand elle aura 50 ans, elle pourra être sur le banc, quoi. Faut de l'expérience. Oui, mais on a quand même entendu que, voilà, peut-être un scoop, je sais pas, Aline Zeller se rapproche petit à petit du poste de Théa. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Non, mais je pense qu'Aline a fait son expérience au PSV, que sans doute, enfin maintenant elle est redevenue joueuse, donc elle repasse la barrière de l'autre côté, mais certainement qu'un jour elle voudra prétendre et elle se relancera dans le coaching, parce que je pense que quand tu y as goûté, tu veux y rester, et surtout quand tu es passionné. Donc peut-être à l'avenir, mais comme le dit ce ne sera pas pour maintenant, en tout cas Xavier l'a dit, je crois qu'il faudra du temps, et on devra encore prouver au quotidien qu'on a les compétences pour le faire, mais avec le temps je pense qu'on doit rester positif, et qu'un jour il y a une femme qui prendra la tête d'une équipe masculine, ou même de l'équipe des Red Flames, c'est clair. Mais ça revient souvent dans votre discours, c'est prouver. Prouver qu'on est capable, et c'est triste aujourd'hui de se dire qu'en tant que femme, on doit prouver qu'on est capable pour un même poste masculin. Oui. Non ? Parce on a parlé de confiance, on a parlé de compétence, on a l'impression qu'il faut être plus compétent qu'un homme pour le même niveau. Je ne sais pas, écoute, moi quand j'ai dit ok, j'arrête de jouer au foot, quand on m'a proposé de reprendre le Femina Weister ou lui en D1, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis, en discutant avec Tamara, ça a été de longs échanges, de longs mois. Et puis, au bout de 3-4 mois, j'ai pris une décision. Ok, je me lance. Mais si elle n'avait pas été derrière moi, je le faisais pas. Et quand moi, j'ai pris cette décision de dire, ok, je deviens coach du Femina Weister-Roulier en D1, bon nombre de personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te planter. Alors qu'au fait, c'était juste un challenge, un défi comme un autre. Pour moi, qu'il soit positif ou négatif, je vais rebondir. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et je vais apprendre et continuer à travailler. Et voilà. Et je pense que tout challenge n'est pas facile. Et que je sois une femme ou un homme, un challenge, c'est un challenge. Et il faut le relever faut relever les manches. Et voilà. Et donc,
Oui, c'était un commentaire qui m'est resté. Et je pense que si ça avait été un homme qui avait repris le féminin Wallis-et-Roulier, peut-être qu'on n'aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu ça. L'avantage, c'est que toi, tu as été poussée par Tamara, par une autre femme. Donc j'ai été vraiment encouragée par Tamara, qui à plusieurs reprises est revenue. Et c'est elle qui m'a fait prendre la décision de OK, je me lance. Et voilà, et à l'heure actuelle, je le regrette pas. Et effectivement, maintenant, il y a la Super League et les défis encore plus grands. Et évidemment, je pense que les yeux sont rivés aussi sur moi. Mais peu importe, le défi, il est là. Il n'est pas facile. Mais j'ai l'audace, en tout cas, de le relever. Et ça c'est pour moi important. Et au jour le jour, j'apprends aux côtés de mes joueurs, j'apprends à côté de mon staff, j'apprends à côté du président et du club. Donc ça, c'est le plus important. Et toi, Sabine, quand tu as commencé à coacher, est-ce que c'était la même chose qu'Audrey ou pas? Non, pas du tout, parce que moi, j'ai coaché au niveau provincial. Donc c'est une autre approche. En fait, peut-être... Audrey le vit certainement aussi. Au niveau psychologie, avec une femme, c'est très compliqué. Mais moi, j'ai un niveau provincial où c'est encore plus de la psychologie, de l'approche. Et on est assistante sociale avant de pouvoir être coach. On le retrouve un peu moins peut-être à haut niveau que côté provincial, où on est avec des adolescentes, des jeunes qui sont toujours à l'école et autres. Donc voilà, moi, après, j'avais le challenge de voir l'évolution. Je démarrais de rien, parce que j'ai vraiment démarré de rien. Ma première expérience a été une équipe qui s'est créée, qui n'avait jamais connu le féminin, et qui, les 20 filles, ne se connaissaient absolument pas. Donc moi, j'ai dû... pour moi, c'était un challenge personnel de me dire, bon, allez, ok, je me lance. Moi aussi, il m'a fallu longtemps avant de me convaincre. Je pense que la personne... Moi, j'ai été motivée par un homme qui, lui, je pense, pendant 3-4 mois, n'a pas arrêté de m'inciter par rapport à reprendre du coaching, parce que moi, je voulais pas spécialement. En tout cas, pas le féminin. Et voilà, donc moi je me suis lancé le challenge de me dire, en tant que femme, je vais réussir, tant pis. Et finalement, ça a été une très belle réussite. J'ai été vice-championne la première année et championne la deuxième année avec la même équipe. Donc finalement, ça a calmé pas mal de gens qui ne croyaient peut-être pas en moi, et du fait que je démarrais de rien, et voilà. Faire ses preuves. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, Tamara, tu m'as dit avant de commencer l'émission, mais maintenant que je suis coach, c'est vraiment tout autre chose. En tant que joueuse, on ne vit pas la même chose. Non, mais tu m'as dit ça tout à l'heure. C'est différent. Oui. C'est pas du tout la même chose. Beaucoup plus de mots de tête. Il y a des mots de tête, il y a du stress, il y a l'énervement, il y a plein de choses, mais je regrette pas du tout. Mais effectivement, en tant que joueuse, tu rentres du travail, tu prends ton sac, tu sais que tu vas jouer, tu reviens, tu redéposes ton sac, et voilà. En tant que coach, tu prépares ton entraînement avant, tu l'as préparé bien à l'avance. Parfois, tu passes ton dimanche à préparer tes entraînements de la semaine. Et puis, à côté de ça, tu dois gérer tout ton staff. Parce qu'il y a un T2, il y a un entraîneur des gardiens, il y a un préparateur physique. Donc, tu as tes joueuses, mais en plus, tu as ton staff à devoir gérer. Donc, le travail est vraiment tout autre. Et ta vie a totalement changé. Mais en tout cas, en tant que coach, ça te permet de rencontrer aussi d'autres personnes, d'échanger, et l'objectif est totalement différent. Est-ce que vous avez des personnes relais en dehors, auxquelles vous pouvez vous confier, ou vous avez un souci, soit technique, tactique et autres, vous avez comme des gens relais à côté qui sont un peu en dehors, pas du staff, pas forcément votre T2, mais quelqu'un du staff que vous pouvez vous confier, qui peut vous conseiller? On a des amis coachs. Enfin, moi, j'ai des amis coachs. Moi, j'ai pas la chance d'avoir un staff comme Audrey, parce que forcément, le provincial manque de staff. On est un peu seul. Et en tant que coach, on est préparateur physique, on est entraîneur gardien, on est le coach. Enfin, voilà, en tant que provincial, c'est un peu ça. On a juste un délégué et on est T1. Et si on a un T2, on a de la chance. Mais les coachs avec qui on rencontre lors du championnat, ou qu'on a rencontré lors de nos cours, ou voilà, qu'on garde cette amitié, et on demande conseil, quoi. Ouais, moi, j'ai quelqu'un à qui je sonne régulièrement pour toutes les frustrations, les beaux côtés aussi, mais surtout les côtés négatifs. C'est ma team manager que j'appelle très 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 souvent, parce qu'on a besoin à un moment donné de se confier. On a besoin aussi de savoir si on va dans la bonne direction, et elle est mon bras droit, j'ai envie de dire, et elle me guide en tout cas vers le bon chemin, et en tout cas elle essaie de m'aider au quotidien pour justement relever le défi de coach qui n'est pas facile à l'heure actuelle, parce qu'il faut avoir les épaules solides, et oui, parce que les joueuses demandent plus et le staff demande plus,
Et donc voilà. Donc moi, ça me fait vraiment du bien de l'avoir à mes côtés pour me lâcher quand j'en ai besoin. D'avoir son friend coach. C'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Ça. Eh bien, restez avec nous, une petite page de pub et on se retrouve dans quelques minutes. Encore plus de data et les appels illimités de Base à Base à partir de 10 €. C'est ça aussi la prépayée de Base. Infos et conditions sur base.be. Base, based on you. On aime le rock ou on kiffe le rap. Entre les deux, pas de juste milieu. Heureusement, Base a trouvé un truc qui va mettre tout le monde d'accord. 5 € de réduction par mois, à vie. Base, based on you. Infos et conditions sur base.be. Voilà, on continue sur Arabelle avec Zone Technique, avec Audrey de Moustier et Sabine Broncard. Et maintenant, on va passer à la formation. Donc, j'ai un peu posé cette question à Xavier Donnet, de savoir que pour développer les compétences, est-ce qu'ils font développer les formations mixtes et pas seulement 100% féminin? Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Écoute, moi je pense que la joueuse en tout cas doit enfin la femme ou la fille qui vient et qui veut se former, moi je vais dire avec mon caractère, peu importe que je sois avec les filles ou avec les garçons, c'est la même chose. Mais parfois il y a des joueuses qui ont besoin d'être entre elles, mais pour moi franchement que tu sois avec un garçon ou avec une fille, c'est exactement la même chose. Et quand tu es avec des garçons, il y a un échange qui se fait, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissant en tout cas, et les échanges sont constructifs et te permettent en tout cas de pouvoir avancer et progresser. Donc moi ça c'est je le dis, et ça doit rester, que les formations doivent être mixtes, mais effectivement comme l'a dit Xavier, on laisse du 100% féminin pour lancer en tout cas les jeunes filles dans le processus. Et ça franchement je crois que c'est top de la part de la CFF de le faire, parce que les jeunes filles ont besoin de se sentir à l'aise dans un premier temps. Et je crois qu'une fois qu'elles y sont mises, une fois qu'elles vont sur le terrain, une fois qu'elles ont pris les enfants, tout roule. Et c'est comme je dis, plus on fait et plus on va se sentir à l'aise. C'est surtout ça qui est important. Et toi Sabine? Moi je suis pour la mixité aussi, parce que moi j'ai vécu le 100% féminin et je suis sortie de là pas déçue, mais pas avec un grand bagage que tu peux rencontrer quand tu fais un truc mixte avec les garçons. Parce que justement, dans le milieu féminin, on est entouré de personnes qui débutent, des mamans ou des délégués, comme il disait, qui n'ont pas spécialement une expérience footballistique, mais qui sont là justement pour accompagner le club. Et donc, je sors de là avec un bagage pas énorme. Et quand moi, mon brevet B, je l'ai fait systématiquement en mix avec les hommes et mon UFAB aussi. Et ben là, je suis sortie avec un bagage beaucoup plus enrichissant et où on fait des connaissances. Ils ont X années d'expérience et ils t'apprennent énormément de choses. Et il y a que tu sois une femme dans un milieu d'hommes au niveau de ses cours. Il y a pas, on va pas te rejeter parce que tu es une femme et que tu fais parmi les cours, quoi. Ils sont là et il y a cet échange et t'es pas mis à l'écart. Donc moi je suis pour la mixité également. Et Xavier l'a dit tout à l'heure au niveau de l'UFAC, enfin le brevet C maintenant qui est devenu UFAC, c'est que c'est ouvert à toutes. C'est pas forcément des anciennes joueuses, ça peut être des mamans qui sont là, parce que voilà, au niveau du UFAC, on travaille sur les U6, U7, U8, U9, et donc ça c'est important de le dire. Oui, moi je l'ai vécu au mois d'août là à Boisfort, où il y a eu cette formation UFAC 100% féminin. Il y avait des mamans et c'était top parce que elles avaient ce côté maternel, ce côté accompagnement au niveau des enfants, et je crois que ça fait du bien en tout cas pour toute cette jeunesse qui ont 6-7 ans, et je crois que ça il faut le laisser. On a des mamans, on a des joueuses qui veulent se former, ça c'est surtout aussi ça qui est important pour accompagner ces jeunes enfants. Et puis il y a aussi des entraîneurs qui n'ont pas été dans la formation mais qui se disent je me lance, et voilà, je crois qu'il y a un peu de tout, et c'est ça le plus important et aussi le plus enrichissant. Chacun à sa manière, avec son propre vécu en tant que maman ou pas maman, et voilà, c'est ça qui est super important dans toutes les formations. Ouais. Mais il faut laisser le 100% féminin, je trouve que c'est quand même une belle initiative. Il faut le laisser pour justement ce genre de personnages, les mamans, les délégués, il faut laisser les 100% féminins pour ce genre de personnes. Tout à fait. Et rappelez qu'au départ, au niveau des festifoot U6, U7, c'est beaucoup de l'animation. Oui. Parce que moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux des clubs qui mettent cherche entraîneur, formateur. Ça fait un peu peur de se dire, moi, je suis pas entraîneur, je suis pas formateur, mais U6, U7, c'est de l'animation au niveau de la communauté d'entraîneurs. On a organisé avec la CFF les formations U6, U7, et c'est important que ce soit, et c'est eux qui
qui expérimentent sur le terrain, c'est de l'animation. Tout à fait. On est vraiment dans l'animation et l'accompagnement des jeunes enfants. On va vraiment les encourager, les féliciter tout au long de leur apprentissage dans l'équipe. Et donc, c'est ça qui est génial. Le 2 contre 2, le 3 contre 3, c'est vraiment top. Il y a que du coaching positif. Et pour l'enfant, c'est important. Quand il sort de là, il a le sourire, il rentre à la maison, il est épanoui. Et ça, c'est le plus important pour les jeunes, qu'ils soient filles ou garçons. C'est pour moi le plus important. Oui, tout à fait. Là, je rejoins l'idée d'Audrey à ce niveau-là. Ouais. C'est le fun. C'est le fun, c'est l'amusement. Et c'est vrai que pour certains coachs, c'est compliqué. Moi, personnellement, c'est une période de ma formation où j'ai eu du mal. Parce que j'ai plus la personnalité d'un coach pas compétitive, mais où j'ai mon petit caractère. Et je sais que grâce à cette formation, je ne coacherai pas des U6 et des U7 parce que je n'ai pas cette patience, je n'ai pas cette animation, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'on ne joue pas contre l'autre, mais on joue avec l'autre. Ouais. Et ça, moi, je crois que au niveau du fair play, du respect de l'autre, c'est hyper important à l'heure actuelle de mélanger en tout cas. Et surtout, ce que je dis, c'est de se faire de nouveaux amis, c'est rencontrer d'autres personnes. Et à cet âge-là, c'est formidable. Et alors, ce qui est important dans le 100% féminin, c'est que c'est un horaire adapté. Oui. Okay, c'est pas calqué sur l'horaire UFAC pour les hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes ont moins de disponibilité. Encore une fois, on rentre un peu dans les clichés, dans les carcans. C'est vrai que la maman au foyer, il faut faire les repas, il faut faire. Et finalement, je vois pas. Enfin, moi, j'ai pas de souci, mais je vois pas peut-être beaucoup d'hommes dire à sa femme, ok, ça va, à part 3 mois en formation tous les lundis, 18h30 à 22h30. Donc ça, c'était un frein que finalement, la CFF a un peu gommé avec le 100% féminin, parce que j'ai eu des retours de certains coachs qui me disaient oui, mais regarde, pour les femmes, on adapte, c'est pas juste et autres. Mais je dis, alors, fais à manger, occupe-toi des gosses, et puis. Non, mais moi, je trouve ça formidable, en tout cas, de laisser ces mamans, en tout cas, pouvoir s'épanouir dans leur passion aussi, parce que je pense que le football, c'est la passion de tous, et quand une maman s'y met, c'est qu'elle est passionnée. Elle est peut-être passionnée par son fils ou par son mari, mais elle est aussi passionnée. Parce que je dis toujours, quand tu montes sur le terrain, c'est que tu es passionné. Tu deviens un formateur, formatrice, tu dois être passionné. Et ça, c'est pour moi le plus important. Donc si la maman décide d'aller se former, c'est qu'elle est passionnée. Et là, on doit lui laisser aussi s'épanouir, la femme, dans cette formation. Et je crois qu'elle apportera un plus, en tout cas, à ces jeunes enfants. Quels ont été, pour vous, dans votre carrière de coach, est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu... toi, c'est récent, donc... mais peut-être, Sabine, un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des moments où tu as voulu un peu jeter tout pour X raison ? Est-ce qu'à un moment, il y a des moments qui ont fait que des préjugés et autres... Par rapport en formation ? Oui, en formation ou même au niveau du coaching, au niveau de... Par rapport à ma formation, non. Je n'ai pas eu un moment... Après, des fois, par moment, c'est long. C'est vrai que les formations sont longues, surtout que moi, je les ai enchaînées. J'ai fini mon UFAC, j'ai enchaîné brevet B, UFAB. Donc, il y a un moment donné où on a... et puis après UFAB, j'ai fait mon RTFJ, donc je suis restée dans la lancée, parce que je pense qu'une fois que tu t'arrêtes, t'as du mal à reprendre par rapport à ça, comme tout. Mais au niveau coaching... moi, ce qui m'a fait arrêter au niveau coaching féminin, c'est la mentalité de certains clubs. Voilà. Enfin, la mentalité de mon club à ce moment-là. Par rapport au fait que on est une femme et que ça n'a rien à voir, enfin, ça doit rien faire dans le football. Voilà. Et c'était se battre contre cette mentalité-là en permanence. Et à un moment donné, voilà, t'as envie d'autre chose, donc tu pars et voilà. Puis la mentalité des filles aussi. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai fait 5 ans presque avec la même équipe. C'est plus compliqué que les hommes ? Oui. C'est différent. C'est différent. Alors, j'ai pas l'expérience d'avoir coaché des hommes, mais la joueuse, en tout cas, a besoin d'énormément d'attention. A besoin de s'exprimer en permanence, que ce soit positif ou négatif, et donc tu dois toujours être à leur côté à chaque entraînement, même en dehors, donc que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et là, il y a des moments, c'est parfois assez compliqué, parce que oui, on est coach, mais à côté de ça, on a aussi une vie. Il y a des moments, on ne sait pas être partout, et en tout cas, la femme ou la jeune fille demande beaucoup d'attention et beaucoup de patience, je vais dire, mais voilà, il faut le faire avec cœur et connaître ses spécificités, où elle se demande toujours pourquoi.
c'est vraiment la question qui revient. Pourquoi? Et donc voilà, mais le but c'est de les accompagner et moi je vais dire j'ai aussi une chance là maintenant, en tout cas cette année, d'être accompagnée pour à un moment donné aussi moi pouvoir souffler et dire à quelqu'un d'autre de prendre le relais et c'est ça qui quand tu as un staff c'est parfois beaucoup plus facile. Et tu as parlé tout à l'heure que au niveau du poste du coach actuel, c'est Tamara qui des mois avant t'a contacté. Est-ce que le choix du club au départ, c'était ils avaient d'autres pistes ou c'est Tamara qui a imposé? Comment ça s'est passé? Alors je pense pas. Je pense que c'est eu un échange entre le président et Tamara, et c'est Tamara qui a dit la solution elle est là. Moi je m'arrête après cette année, mais la solution elle est là. Et donc lui, je sais qu'à la première fois il dit mais je pense qu'il s'est dit non. Et après, réflexion, en ayant discuté avec le délégué et d'autres personnes, ils en sont convaincus. Alors ils se sont dit, bon, maintenant, on veut insister pour que ce soit elle. Et c'est Tamara qui a fait toutes les démarches, mais le président aussi. Mais je lui disais toujours non, ne reviens pas avec cette idée. Parce que moi, mon idée, c'était de coacher des jeunes. Parce que je suis un peu comme Sabine, j'aime la formation, j'aime donner cette passion, apprendre tout ce qui est la base du football. Et à l'heure actuelle, franchement, ça me manque parfois d'avoir des enfants, et parce que c'est tellement naturel un enfant, c'est tellement spontané, beaucoup plus simple, spontané. T'as cette satisfaction de l'évolution, c'est grâce à toi, quoi. Ça. Et ça a un enrichissement, en tout cas, même pour moi, et ça me manque. Ce matin, je suis allée avec des activités dans les écoles. Eh ben, ça m'a fait du bien de voir ces enfants épanouis, contents d'avoir juste joué au foot, s'amuser, prendre plaisir. Et ça, c'est le plus important. Et donc, oui, il y a des moments, ça manque, mais grâce à ça, je reste toujours en contact avec les enfants. Aussi à Woluwe, on a une académie qui a été créée où il y a 22 jeunes filles, et j'y passe de temps en temps, mais et voilà, ça me fait du bien d'y passer, parce que ce côté naturel des enfants est important, je pense. Et quand tu disais non, c'est parce que tu ne te sentais pas prête à passer c'est une étape, quand même, la Division 1. J'ai coaché, au fait, mes anciennes coéquipières. Donc c'était se dire, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir le faire? Alors, je pense qu'au niveau footballistique, c'était pas ça qui me freinait, mais c'était plus dire, oui, c'est mes anciennes coéquipières, est-ce que je vais arriver à prendre ce côté, ok, on doit faire maintenant la part des choses, c'est fini, et je dois passer le cap. Alors ça, c'est au début, le premier entraînement, c'était assez drôle. Coach, on se serre la main, on se fait la bise. Voilà, c'était assez drôle. Et donc là, j'ai dit, on reste comme on a toujours fait, mais il y a eu la barrière qui est évidemment, je suis coach maintenant, et les règles ne sont plus les mêmes. Donc voilà, ça s'est bien passé. Donc elles ont accepté. Tout s'est très bien déroulé pendant toute la saison. Il a fallu aussi un temps d'adaptation tout au début, parce que je découvrais évidemment ce nouveau côté en tant que coach, mais il m'a pas déplu, et je crois que au fil des mois, j'ai su arriver à apporter quelque chose à l'équipe, et dire surtout, et je pense comme d'habitude, c'est que tu dois toujours prouver, et quand tu prouves, voilà, après ça fonctionne avec l'équipe, et là ça s'est bien passé en l'occurrence, donc voilà, tant mieux. Et donc tu as pris goût. J'ai pris goût, et l'objectif après de la Super League, quand il est venu, on s'est lancé, et maintenant on a les pieds dedans, et on découvre en tout cas cette nouvelle structure, et puis on découvre surtout des clubs. Voilà, on va aller à Gand ce vendredi, et puis on accueille le Standard, donc c'est une autre formation aussi, et voilà, c'est un autre apprentissage, je vais dire. Est-ce que c'est la même chose dans le futsal? Est-ce que au niveau du coaching, c'est tout à fait la même chose, ou c'est tout à fait différent par rapport à la spécificité du futsal, par exemple? Non, c'est la même chose qu'au niveau du foot. Au niveau du futsal, voilà, ça reste maintenant. Il y a deux domaines différents. Il y a la Ligue, et puis il y a l'Union belge. Moi, j'ai débuté par la Ligue avec la Calamide. Ici, maintenant, depuis 2 ans, on est à l'Union belge. Maintenant, c'est 2 choses totalement différentes. On voit le provincial, qui est la Ligue, et on voit l'Union belge, qui est le national. Donc, pareil, on rencontre des grosses équipes, et c'est une autre mentalité, c'est une autre organisation. On sent le côté un peu professionnel, où qu'on doit faire plus attention, mais au niveau coaching,
voilà, moi je prends plus de plaisir à coacher dans le national maintenant que dans le provincial forcément. Parce qu'on tente, c'est des challenges. Donc voilà, moi quand je suis arrivée ici la première année, je suis connue dans le milieu du futsal forcément. Donc du coup, on m'attendait. Et sur votre ligne, vous êtes comment ? Moi, je suis jamais assise. Jamais non plus. C'est impossible. Je suis toujours debout. On fait les 100 pas. Non. Et alors, j'essaie de pas trop me mettre devant les autres, mais ça arrive. On voit rien. Et donc voilà, mais je suis toujours debout, ça c'est clair. Je suis pas quelqu'un qui crie, sauf quand il y a le besoin de le faire. J'ai aussi appris énormément dans les formations et aux côtés d'autres personnes comme Chris Van der Haag ou Xavier, que voilà, ça servait à rien de crier. Tu peux crier tant que tu veux le long de la touche. Est-ce qu'elles t'entendent ? Est-ce qu'elles sont prêtes à réagir à toutes tes remarques ? Voilà. Donc le briefing à la mi-temps est tellement plus positif, bénéfique. Et toi, Sabine, le long de la ligne ? Le long de la ligne, je suis debout et je m'énerve et je vis le match. donc voilà, maintenant après, au début, au niveau expérience football, j'étais fort expressive et j'étais un peu le coach qui criait et voilà, j'avais pas peur de casser. Avec les années, on apprend à se calmer, à temporiser, à, comme tu dis, parler tout le temps, elles n'entendent pas ou elles sont pas concentrées, enfin elles vont pas écouter, parce que moi-même qui suis toujours encore joueuse, mon coach, il peut me parler, je vais pas l'entendre. Parce qu'on est concentré sur notre match et on vit le truc. Donc voilà, j'apprends à me taire. C'est compliqué, mais j'apprends à me taire et dire juste les choses quand il faut. Moi, je me rappelle d'une anecdote. Moi, je viens du monde du basketball et je me rappelle que tu parlais de crier sur les joueurs. Et à un moment donné, j'étais en train d'invectiver un de mes joueurs et je voyais qu'il ne m'écoutait pas. Il est en train de me nier. Et à un moment donné, à la mi-temps, je dis écoute, je te dis des choses, tu ne comprends pas. Et puis il me dit, écoute, je voulais pas le dire, mais en fait, je suis sourd d'une oreille. Et donc, en fait, j'étais sur sa mauvaise oreille. Mais parfois, ça peut être ce genre de choses. On dit, il nous nie. C'est des joueuses, parfois, vous l'avez fait aussi. Le coach crie, on regarde ses souliers ou on regarde le ciel. Et il me dit, je suis sourd d'une oreille. Mais après, quand on le sait, je savais que sur son oreille gauche, fait que je lui dise. Donc, chaque fois, j'attendais qu'il revienne sur son oreille droite pour lui parler. Voilà, on va se retrouver après une petite page de pub. Monsieur et Madame Donné ont 2 enfants. Non, c'est pas une blague. Perdez pas votre temps. Ils ont l'âge des copains, des copines, des premiers téléphones. L'âge où on découvre, on apprend. Et parfois on déconne. Alors pour les accompagner sans les surveiller, leur donner du mou sans les laisser s'envoler, leur mère leur a pris des cartes prépayées. Un genre d'auto-école de la 4G. Les enfants sont libres, les parents rassurés. Le budget téléphone sera jamais explosé. 15 €, 4 gigas, appel illimité de base à base et pas de surprise. La prépayée de base, juste bien. Infos et conditions sur base.be. Base, based on you. Vos émissions sportives sont de retour sur Arabelle FM. Vivez le sport avec le foot autrement. L'équipe de Steph, Zone Technique et 100% Sport. Vivez le sport avec Arabelle FM. Bonjour à tous, cette fois on y est à quelques jours du cap des 500 jours après les dernières élections. On a donc enfin un gouvernement, une coalition Vivaldi composée des familles libérales, socialistes et écologistes auxquelles on ajoutera le CDNV. Et on connaît aussi le nom de son capitaine, le futur Premier ministre, donc ce sera Alexander De Croo. Il prêtera serment demain matin comme tous les autres membres de son équipe chez le roi. Avant cela, les congrès de partis se réunissent ce soir afin d'avaliser l'accord et le casting ministériel proposé. Encore une longue journée en perspective demain pour le nouveau Premier ministre. Le dénouement donc des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement fédéral devrait lui permettre de faire aussi son entrée dans le cercle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne au sommet européen extraordinaire convoqué demain après-midi à Bruxelles, même si certaines étapes doivent encore être franchies et non des moindres. Prestation de serment au palais à 10h, déclaration gouvernementale à 14h15 au Parlement européen et non à la Chambre, un hémicycle plus spacieux pour respecter les mesures sanitaires et donc ensuite à partir de 15h le sommet
sommet européen. Accord aussi, mais accord social chez GSK. La direction de l'entreprise pharmaceutique et les syndicats sont parvenus à un préaccord dans le cadre de la phase de consultation et de négociation de la procédure Renault. Au total, 386 licenciements sont programmés chez GSK Vaccine, qui dispose de sites à Gembloux, Rixensart et Wavre. Les départs interviendront exclusivement au niveau des cadres de l'entreprise. Le plan présenté en février dernier faisait état de 720 emplois perdus. On sortira masqué aussi désormais aux Pays-Bas. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé ce soir recommander vivement le port du masque dans les espaces publics intérieurs pour l'ensemble du pays. C'est une première depuis le début de la crise. 60 départements de la France métropolitaine sont désormais classés en zone rouge, selon la mise à jour des avis de voyage du SPF Affaires étrangères. C'est surtout vrai dans le sud-est du pays. D'autres pays, parmi lesquels les Pays-Bas, la Croatie, l'Islande, voient également certaines de leurs régions passer en zone rouge. L'Espagne, quant à elle, voit ses provinces touristiques d'Alicante, Valence et Castellón repasser en zone orange. Enfin, une disparition dans le monde de la BD. Joaquín Salvador Lavado dit Kino, le créateur argentin de Mafalda, la petite fille espiègle à la tignasse noire, est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. La météo, retour de la pluie et de la fraîcheur dès demain. Maxima compris entre 12 et 14 degrés. La fin de ce flash, bonne soirée. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, on continue on arrive dans la dernière heure de notre émission. On a déjà dit pas mal de choses jusque depuis 18 heures. Alors, j'ai voulu savoir, est-ce qu'un coach féminin est plus fair-play qu'un coach masculin? Je vous vois sourire passer des lèvres. Ça va dépendre de la personnalité de la personne. S'il y a des arbitres qui ont arbitré, Sabine ou Audrey, sonnez-nous pour nous dire un peu les retours, vos expériences. Ouais, ça dépend, je pense, du challenge. Ça va dépendre de plein de choses. On peut être fair-play. Je pense qu'à la base, on est déjà toutes fair-play. Après, ça va dépendre de la compétition, du challenge, de l'effet de match, de l'arbitre. Enfin, voilà, ça va dépendre de plein de choses. Il y a un moment donné, on peut ne pas être fair-play. Mais ça va être gentil. Ouais, écoute, on essaye toujours moi, j'essaie toujours d'être prudente, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a parfois des moments, des faits de match ou qui te mettent un peu hors de toi, même les prestations de tes joueuses, à un moment donné où t'es frustré par rapport à ça. Et puis il y a l'arbitrage et peut-être parfois le comportement agressif de l'équipe adverse. Voilà, j'essaie toujours de temporiser, de ne jamais trop m'énerver, mais effectivement, quand t'as l'adrénaline du match, quand t'es compétiteur et que t'as envie de gagner ce match et qu'il y a des faits de match qui se passent, et là, certainement qu'à un moment donné, tu exploses. Tu exploses un petit peu. Après, maintenant, si on est face à une équipe qui est fort fair-play, là, en général, je suis la même conduite. Si maintenant l'équipe est un peu moins fair-play, là, je vais un peu avoir du mal, quoi. Je vais plus donner les consignes à mes joueuses. Là, maintenant, stop, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé certains matchs de la Coupe du Monde, Coupe d'Europe. On a l'impression que le foot féminin, c'est plus propre, plus fair-play par rapport à l'arbitrage, quand il y a des erreurs ou des interprétations et autres. Je vois moins d'invectives, on vient moins entourer l'arbitre, mettre la pression. Est-ce que c'est une qualité moins de rouspétance. On voit pas tous ces coachs au bord du terrain en train de crier partout. Mais je pense que c'est un monde à part, hein. Quand on regarde la Pro League, ils sont filmés, il y a plein de choses qui peuvent intervenir, et donc je pense qu'il se joue, qu'il y a un certain petit jeu, en tout cas, pour essayer d'attirer peut-être l'arbitrage, l'arbitre, etc. C'est vrai que dans le foot féminin, moi j'ai regardé la Coupe du Monde en France. J'ai assisté à des matchs, c'est fair play, c'est correct, ça joue au foot, tout simplement, sans devoir être tous regroupés autour de l'arbitre pour une décision d'une faute ou pas faute. Donc voilà, c'est parfois, en tout cas, moi je préfère regarder un match de football féminin parfois que de regarder un match d'hommes. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'apprend pas à nos joueuses à tomber.
Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Non, je vais y penser. Je vois une réaction de nos auditeurs, de Eric Bott, je pense que tu connais, oui, Eric Bott, qui nous dit la commune de Woluwe-Salambert est très fière du White Star féminin Woluwe. Audrey, c'est le top. Voilà. Ouais, c'est notre échevin des sports qui nous soutient et avec qui, je pense, sans cette collaboration avec la commune de Woluwe-Salambert, on serait pas là où on est maintenant, parce que la Super League nous impose énormément de choses en termes de licence, et donc effectivement le stade le stade Fallon en tout cas nous accueille super bien, et ça nous permet en tout cas de pouvoir s'améliorer et amener un niveau ou en tout cas une qualité au niveau de ce qu'on donne aux joueuses. Justement, j'ai vu une réaction tout à l'heure de Vargas, que j'ai rencontré lundi, je te salue, qui nous dit le football féminin reçoit-elle des subsides qu'elle mérite? Est-ce que par rapport à des entités, des communes et autres, on investit plus peut-être dans le football masculin que féminin? Il n'y a pas de subside spécial féminin en tout cas, ça, pas encore. Je pense sincèrement qu'il faut que tout le monde s'y mette, et que en tout cas on appuie le sport au féminin. C'est pour moi hyper important. Je parle pas du football, mais le sport au féminin, on doit en tout cas mettre beaucoup plus d'argent pour accompagner, et sans ça on n'y arrivera pas. Je vais prendre simplement l'exemple du féminin White Star Woluwe en tant que club amateur. Aller dans la Super League, c'est des efforts surhumains. C'est voilà, on va avoir besoin d'aide, c'est clair. Et si à un moment donné, c'est pas une aide financière, on pourra pas rivaliser. Ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, l'aide financière, tu l'as eu de ta commune et pas de la fédération. Y a un budget qui était validé et par la Pro League et par la fédération qui nous accompagne, mais c'est effectivement insuffisant si on veut veut attirer des joueuses de haut niveau. C'est devenu pas possible. Donc il faudra à l'avenir en tout cas y penser, et on devra être accompagné si on veut qu'un club amateur puisse s'épanouir dans un championnat Super League en tout cas. Et toi Sabine, au niveau sponsoring, est-ce que on attire plus ou moins des sponsors au niveau des équipes féminines ou pas? Au niveau provincial, c'est très compliqué. C'est toi qui dois aller faire le porte-à-porte, hein, donc en plus d'avoir la casquette coach, kiné et tout et autres, tu as un peu la casquette sponsoring. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le féminin n'est pas très reconnu, on n'en parle pas énormément. Enfin voilà, moi je parle pour la province de Namur, en tout cas c'est très compliqué. Donc si t'as pas des résultats, si t'as pas un nom, voilà. Le Standard de Liège féminin aura plus de sponsoring qu'un petit club qui va aller parce qu'on ne le connaît pas, quoi. Donc c'est compliqué. Au niveau sponsoring, c'est très compliqué. Justement, est-ce que en tant que coach féminin, il faut absolument avoir un nom, une carrière derrière soi pour arriver peut-être à un certain niveau ou pas? Il faut que ou forcément moins au coach masculin où il peut gravir les étapes petit à petit. Ok, maintenant aujourd'hui c'est pas parce qu'on a été joueur professionnel qu'on sera un bon coach, on est d'accord. Mais est-ce qu'à contrario des hommes, est-ce que ça facilite d'avoir été une Red Flames pour pouvoir coacher écoute, moi par exemple? J'ai pas galéré, mais on a énormément travaillé. C'était énormément de sacrifices dans ma carrière de joueuse. Et j'ai eu la chance, parce que je peux le dire, en tout cas, je prends ça comme une récompense de pouvoir suivre les cours d'entraîneur avec ce subside qu'on a reçu de l'UEFA en cours avec les ex-Red Flames et les Red Flames. Et je sais j'ai eu beaucoup de remarques en disant oui, c'est pas correct, etc. Et moi je le dis, c'est une récompense quelque part pour tous les sacrifices qu'on a fait, parce que en tant que joueuse, quand t'es joueuse, avec tout ce que tu dois faire, tu dois travailler, tu dois aller faire tous tes entraînements, tu as encore l'équipe nationale, c'était impossible que je suive une formation. Donc je me suis dit, quelque part, je prends ça comme une récompense. Je suis les cours avec Chris Van der Haag et je suis contente et je me dis, quelque part, merci enfin qu'on nous permette en tout cas de suivre cette formation, même s'il y a énormément de critiques. Moi, je me dis, je
je m'en fous, franchement. On peut être critiqué tant qu'on veut, mais les sacrifices, on les a fait en tant que joueuse. Donc aujourd'hui, c'est pour moi une récompense et une chance de pouvoir le faire. Et donc, moi, j'en suis ravie. Comme le Diable Rouge aussi. Tout à fait. Donc on le fait pour les Diables Rouges, pourquoi pas pour les Red Flames. Pour moi, c'est la même chose. Tout à fait. Et de l'extérieur, comment on voit ça? Parce que souvent, comme tu dis, il y a eu des critiques, et ça, j'ai lu beaucoup quand on a annoncé aussi que les Diables Rouges allaient aussi une formation. Comment est-ce qu'on voit ça de l'extérieur? De l'extérieur, ça veut dire que nous, on doit se battre un petit peu plus, tu vois. C'est pas tant mieux pour elle, tu vois, tant mieux pour vous, tant mieux pour cette chance. Mais nous, de l'autre côté, ça veut dire que nous, on doit se battre plus, attendre. Et ça fait 4 ans, ça fait 3 ans que 3-4 ans que je fais mes brevets. Et toi, tu l'as eu en moins d'1 an, je pense. Ouais, ça fait quand même un petit temps qu'on l'UFA est plus long, mais je veux dire, les autres, c'est très... Plus long, il est sur 2 ans, donc on a commencé pendant le Covid, avec les cours avec Xavier Donnet, avec Chris Van der Haag. Mais effectivement, oui, c'est une chance qu'on a, et voilà, moi, je me dis toujours, je prends la chance, et effectivement, je reconnais que les autres doivent évidemment aller tous les lundis, pendant X mois, suivre les cours normaux. Mais voilà, honnêtement, quand moi j'ai vécu la période standard et Red Flames, je me voyais pas encore en plus suivre des cours pour être entraîneur. Pourtant, je suis professeur d'éducation physique, c'était ma passion, le football, et j'étais sûre et certaine que j'allais devenir coach. Sauf que quand tu t'entraînes lundi, mardi, jeudi, t'as match vendredi, tu t'entraînes samedi, à quel moment je peux me dire je vais aller en formation? Parce qu'à un moment donné, tu as une vie à côté. Honnêtement, je rentrais de l'école, il était 5h moins quart. J'avais fini les cours, je rentrais à 5h moins quart. À 5h, je prenais mon sac et je partais au foot. Et je rentrais, il était 23h. Tu allais te coucher, il était minuit, le temps de manger un petit bout. Et puis le lendemain, ta journée elle recommence, il est 6h du matin, tu te lèves et t'es reparti. Et donc là, à un moment donné, oui, j'avais pas la possibilité de me former, malheureusement. Et là, on a cette chance, effectivement. Donc voilà. Et au sein de vos staffs, qu'est-ce que vous avez comme staff respectif, comme T2? Si vous avez un T2, c'est un homme, une femme? Moi, mon T2, c'était un homme. Ouais. C'est un choix que tu as fait? C'est un choix, ouais. Volontaire? Volontaire. Ouais. Pour cette mixité, comme on a dit tout à l'heure, pour cette vision du foot, pour avoir ces deux... un homme va apporter certaines choses et moi je vais apporter un autre, et la manière de parler n'est pas le même, et selon la personnalité des filles qu'on a dans notre équipe, une fille a besoin plus de qu'on lui parle plus franchement, d'autres ont besoin un peu plus pas qu'on lui frotte la manche, mais un peu. Et donc l'idée des deux, moi ça me convient très bien. Je suis tombée avec des coachs qui avaient un franc-parler bien, et moi j'étais là pour adoucir un petit peu, ou pour avoir une autre psychologie, une autre approche, puis des choses aussi que les filles n'ont pas spécialement envie de dire à un coach masculin, qui va avoir beaucoup plus facile de trouver la coach féminine. Donc je trouve que moi je suis pour la mixité, et c'est un choix à refaire. T2 masculin. Après, moi, j'ai tout un autre... C'était mon choix, en tout cas, d'avoir un T2 masculin, pour les mêmes raisons que Sabine. Et après, j'ai aussi tout un staff qui est à côté de moi maintenant, au niveau de la Super League. Et donc, on travaille avec 2 kinés, un homme et une femme. J'ai un entraîneur des gardiens qui est un homme, un préparateur physique, une préparatrice physique, et un analyste vidéo, une médecin qui est là aussi, et un délégué qui est un homme. Et donc c'est vraiment une mixité en fonction des fonctions dans le staff, et ça, je trouve ça tellement important d'avoir les deux. Et quelles sont vos relations avec vos présidents? Parce que parfois on sait qu'il y a des présidents qui sont très présents, prédominants. Voilà, quelles sont vos relations? Aussi, ça fait partie du management, il y a le staff, mais aussi tout ce qui est extérieur. Il y a la presse, mais aussi le comité ou le président. Donc, comment ça se passe? Ici, moi, je suis responsable de la formation des jeunes de Moustier, donc je suis en très bon contact avec ma présidente, parce que c'est une femme, et voilà, elle me consulte régulièrement, et on a un très bon contact, et je ne veux pas dire qu'on s'appelle tous les jours, mais voilà, c'est très important. Il y a énormément de communication, en tout cas. On a créé un petit groupe, et dès qu'il y a quelque chose à dire, un petit message, c'est vite d'appeler, hop, on est au courant, et on travaille ensemble. Donc, Moi, j'ai une bonne relation avec le président. Maintenant, tu dois quand même garder de temps en temps quelques distances, parce que tu as des choix sportifs.
Et j'ai pas toujours envie de mélanger le sportif et tout autre. Mais voilà, pour moi, c'est un ami, franchement, qui m'a aidé et qui m'a suivi, en tout cas, en tant que joueuse, mais en tant que coach à l'heure actuelle. Donc, effectivement, sans lui aussi, je serais pas là où je suis maintenant, parce qu'en tant que président, faire confiance à une femme de 35 ans pour reprendre la première équipe, c'est particulier. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'auraient fait. Mais maintenant, j'essaie quand même de garder certaines distances, ou sinon il y a des abus de temps en temps, et parfois des disputes au quotidien. Mais voilà, c'est chacun avec son côté le sportif et tout autre de gestion de club. Donc voilà, mais au final, on arrive à s'entendre. Et alors, on va parler un peu du côté financier. Et dernièrement, on a vu que l'équipe nationale brésilienne a obtenu le même salaire que l'équipe nationale masculine. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous dites oui, c'est une bonne chose, il faut que ce soit comme ça partout, ou non? Bon, c'est une bonne reconnaissance en tout cas. Maintenant, pour toi, c'est plus une reconnaissance. Je vais pas dire qu'on travaille moins que les hommes, mais on fait beaucoup de sacrifices en tant que femme, et il y a un moment donné, c'est bien de se mettre au même niveau et de pouvoir être au même niveau qu'eux. Donc oui, moi je suis pour la régularisation, en tout cas à ce niveau-là, pour tout le monde, parce qu'il y a tellement de sacrifices, et je pense qu'elle le dira, tout ce que vous faites au niveau du travail et du temps. Il y a un moment donné, oui, il faut féliciter, même si vous jouez pour la passion et l'amour du football, chose qu'un homme c'est peut-être moins. Enfin, il y en a, je dis pas qu'ils sont tous pour le financier, mais nous en tant que femmes, je pense qu'on joue plus pour une question de passion et d'aimer le ballon. Et on ne regarde pas trop le côté financier, parce que je pense que si on regardait le côté financier, il n'y aurait plus d'équipe féminine. Voilà. Effectivement, mais moi je pense que c'est presque une obligation en fait maintenant. Ouais. Si on veut avoir des résultats, si on veut que le football féminin progresse, il faut à un moment donné se dire, on doit permettre à nos joueuses de pouvoir se lever le matin, de penser foot, et se coucher le soir et se dire, j'ai pensé foot toute ma journée. Là maintenant, elles doivent penser à aller travailler, prendre son sac et jongler entre plusieurs choses. C'est pas possible à ce niveau-là, et même en tant que coach, je dirais, il faut aussi permettre aux coachs à un moment donné de pouvoir avoir du temps si on veut avoir des résultats au niveau du football féminin. Donc moi je le dis haut et fort, il faut à un moment donné que tout le monde soit le fasse, et qu'on soit au même niveau à un moment donné. Ça c'est clair. Mais est-ce que, et tu l'as souligné, et c'est ce que j'ai un peu lu aussi, c'est qu'au départ, c'est vrai, quand on voit le football féminin, on se dit, ouais, elle joue pour l'amour du sport, pour la passion et autres. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, quand on va professionnaliser et arriver au même niveau que les hommes, qu'on va avoir les mêmes perversions au niveau de la pression? Parce que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le foot business pour les hommes. Dans les femmes, c'est moins. Ok, il y a certaines qui sont professionnelles, mais de l'extérieur, on ressent moins cela. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, ça peut on va retrouver dans les mêmes travers que le foot business masculin? Ça veut dire qu'on va peut-être enfin pouvoir faire ce qu'on aime tout le temps, sans pour autant prendre un boulot. Donc oui, on va être soulagé, quoi. Ça veut dire que on va vraiment avoir la vie d'un homme, ça c'est sûr, au point de vue footballistique, comme tu dis, on va penser foot, on va dormir foot, et ça veut dire qu'on ne devra plus aller faire sa journée Twitter, prendre son sac, et encore prendre son sac dans la voiture parce qu'on n'a pas le temps de passer à la maison, et aller travailler. Donc je pense que, en tant que femme, il faudra en profiter. Je pense qu'il y aura effectivement, comme tu dis, cette pression qui arrivera, mais on fera comme les hommes, voilà. À un moment donné. Moi, je vais dire ici maintenant en Super League, oui, j'ai énormément de pression, ça c'est clair. Et la pression, je crois qu'elle est partout. Tout le monde attend des résultats. Et donc voilà, je pense que ce sera inévitable, mais on devra tous passer par là. Et je suis convaincue qu'en mettant toutes les joueuses en tant que professionnelles, ce sera un pas en avant. Et on le voit en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et je pense qu'en Belgique, on tarde un peu, en tout cas, à ce niveau-là. Donc vous pensez que ce qui s'est passé au Brésil, ça peut faire tache d'huile et boule de neige, et ça peut arriver jusqu'ici? Il faut espérer. J'espère. Croise les doigts, on va dire. Voilà. Ce qu'on dit, c'est travail égal, salaire égal. Tout à fait. Est-ce que, sans dévoiler, mais est-ce que toi tu penses que par rapport à ton travail en tant que coach là, en Super League, est-ce que tu penses que tu as une juste rémunération? Pas du tout. Pas du tout. Pour les heures passées en dehors et sur le terrain, pas du tout. Et tu penses qu'un coach masculin aurait un plus haut salaire
par rapport à ta place? Je crois même qu'un joueur en P2 touche plus que moi à l'heure actuelle. Donc voilà, on voit un peu le niveau, ça dépend un peu les provinces. Hein, ça dépend un peu les provinces. Donc voilà, vous pouvez un peu voir. Non, mais c'est important. C'est une réalité. C'est une réalité parce que, comme tu disais, c'est l'investissement en temps. Il est là, il est le même en fait. Tout à fait. Il est le même et on n'a pas le même salaire. Ouais. Je veux dire, on est presque bénévole pour le nombre d'heures que tu passes. Moi, j'essaye d'être bien organisée parce qu'effectivement, on a 3 entraînements sur la semaine, plus le match, plus l'entraînement du samedi qu'elles font à la maison, qu'il faut aussi préparer. Je prépare ça le dimanche. Donc ça veut dire qu'une partie de mon temps le dimanche, je dois sacrifier pour préparer correctement mes entraînements de la semaine. Donc c'est du temps, c'est de l'énergie. Et à côté de ça, en termes de rémunération, on est très loin, on est très très loin. Et donc là, je crois qu'il y a énormément il y a un grand pas qu'on doit pouvoir faire, en tout cas, pour que le football féminin progresse et évolue. Voilà, donc si vous nous entendez, le message est lancé ici sur Arabelle. La révolution est en route. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Il faut pas se voiler la face, il faut pas se cacher. C'est une réalité. Il y a beaucoup moins d'investissement dans le football féminin que dans le football masculin. En provincial, à mon avis, ça doit être... c'est du bénévole. C'est du bénévolat, à 100%. Voilà. Ok. Restez avec nous, une petite page de pub et on se retrouve dans quelques minutes. Arabelle, 106.8 FM à Bruxelles. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة بروكسل والضواحي. Depuis que j'ai fait un tour chez Auto-MM, tu démarres au quart de tour. Hé, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va? Avec Auto-MM, elle est au top. Auto-MM, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, parking sur place. Auto-MM, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Prenez soin de vous comme de votre voiture. Auto-MM vous propose une gamme de produits désinfectants pour votre sécurité. Auto-MM, roulez en sécurité. Plus d'infos sur automm.be. Allez, démarre! C'est décidé, je vais chez Vantac. Plus besoin de s'énerver. Garage Vantac s'occupe de votre voiture et met à votre disposition 35 ans d'expérience en mécanique générale et diagnostic électronique. Votre unique garage Opel Chevrolet sur Bruxelles, c'est chez Vantac. Garage Vantac, rue Van der Linden 150 à 1030 Schaerbeek. Ou visitez notre site garagevantac.be. Voilà, on est toujours dans Zone Technique avec Audrey Demoustier et Sabine Broncard. Maintenant, on va parler des qualités. On en a un peu parlé tout à l'heure avec Xavier Donnet, des qualités du coach féminin. Un peu de voir les qualités, mais aussi peut-être les défauts par rapport au coaching masculin. On en a un peu parlé aussi de la pédagogie. Hein, je crois que c'est un fait, je pense, reconnu. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme qualité dans le coaching féminin? Si vous deviez vous vendre par rapport au coach masculin. Se vendre? Voilà. On est les meilleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous metteriez en avant? Déjà notre psychologie, la manière de comprendre les choses au point de vue humain, au point de vue joueuse, on a une analyse peut-être différente. L'approche est différente, ouais. Un homme va peut-être plus regarder le côté footballistique et nous on va peut-être regarder plus le côté personne, on va peut-être faire attention à la manière dont la personne en tout cas moi quand j'analyse mes joueurs, parce que je coach en masculin aussi actuellement, je vais faire plus attention à l'attitude de mon joueur que son côté footballistique. Et après, parce que je sais que si son attitude n'est pas correcte, il n'en saura pas faire grand-chose au niveau footballistique. Donc j'essaye de corriger, de connaître pourquoi ça va pas avant de pouvoir le corriger footballistiquement. Donc on a une autre approche, comme tu dis. Ouais, je crois que l'approche est différente, elle est beaucoup plus pédagogique, je vais dire, beaucoup plus axée sur la joueuse, avec beaucoup plus de contact. Maintenant, voilà, il faut pas non plus... chacun a son propre caractère, mais en tout cas, oui, c'est un peu ça, moi, que je vois au niveau du coaching féminin, c'est que la jeune fille ou la jeune femme qui débute ou qui est là depuis quelques années a cette approche totalement différente et en tout cas a le souhait d'accompagner, que ce soit un garçon ou une fille. Et ça, c'est pour moi important aussi d'avoir cette approche
qui est très importante à l'heure actuelle dans le football. Et c'est la même chose au niveau de la communication. Vous pensez que le coach féminin communique peut-être plus? Moi personnellement, je vais communiquer plus. Je vais dire la raison du pourquoi, du comment. Enfin voilà, si la personne est sur le banc, je vais l'expliquer. Enfin voilà, il y a des choses la communication est très importante parce que pour qu'un joueur une joueuse soit dans une bonne condition, il faut que son mental soit aussi dans de bonnes conditions. Et donc moi, j'attache plus d'importance par rapport à son mental que voilà, il faut qu'elle soit au top quoi. Et mentalement, c'est important. Et le mental est important. Donc voilà. Quelles seraient les limites, par exemple? Est-ce qu'il y a des... Vous sentez-vous? Tiens, moi, par rapport à un homme, c'est... voilà, ça, je n'ai pas ce côté-là. Quel serait peut-être... je pense qu'un homme, il agit... ou un coach masculin, il va to the point, quoi. Ouais. On va y aller, boum. C'est ça. Avec une joueuse, enfin, si tu dois le faire, c'est parfois plus brutal. Donc je crois que, voilà, moi, si j'ai un côté, c'est que parfois... L'homme a tendance à être un peu plus direct, plus brutal, mais parfois ça a tout aussi son côté positif et on en a besoin. Donc voilà, ça dépend de l'un l'autre et c'est surtout important, c'est quel public tu as en face de toi. Ouais. C'est toujours ça. Est-ce que tu as des jeunes, est-ce que tu as des adultes, est-ce que tu as des femmes et des hommes? Le public qui est en face de toi est tellement plus important et je pense que tu agis différemment aussi en fonction du public que tu as. En face, mais quand tu vois un homme, c'est un peu plus... Il va peut-être pas faire justement attention au public, tu vois, l'homme. Oui. Lui, il va plus regarder le côté, comme je dis, footballistique. Il va pas analyser le public. Nous, on va prendre le temps d'analyser le public. On va se dire, je crois qu'elle est pas bien, elle, aujourd'hui. Donc, du coup, on va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle est pas bien, ou on va s'adresser à elle peut-être d'une autre manière, du coup, parce qu'on sait qu'elle est pas en forme, donc du coup, on va aller chercher d'autres. Tandis que l'homme, je pense qu'il va pas faire attention, il va donner son entraînement et voilà. Si t'es pas au top, c'est pas grave. Tactique et tu seras sur le banc. Et on y va et voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ça peut-être l'échec parfois de certains coachs masculins dans le foot féminin? Parce que moi j'ai eu des coachs comme ça qui ont fait une année et puis finalement ils se sont plantés. Oui. Est-ce que peut-être ils n'ont peut-être pas analysé leur public? Tout à fait. Je pense que ça, c'est hyper important. Quand tu arrives dans le football féminin, il faut d'abord regarder le public que tu as en face de toi et puis surtout avoir énormément de patience. Oui, c'est ça. C'est, patience et la psychologie. La patience et la psychologie qui est hyper important. Et l'approche avec une femme ou un homme est tellement différente. Donc là, il faut être vigilant. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont moins de patience et donc qui abandonnent très vite parce qu'au bout d'un temps, on dit... Voilà, c'est allez, ça. Hop, voilà. C'est un peu le... Ils pensent que c'est facile, en fait, mais c'est pas si facile que ça. On sait comment on est. Très bien inviter un homme avec une expérience. Voilà, un homme, pour avoir son sentiment. J'ai coaché les dames au basketball, en Division 1 à Sprimont. Je suis tombé dans le coaching féminin vraiment par hasard, grâce à un coach qui m'avait demandé d'être son T2. Et honnêtement, ce sont mes meilleures années. Maintenant, peut-être parce que j'ai peut-être cette fibre un peu plus psychologue et autres, mais c'est vrai que la psychologie est très importante. Mais c'est pas donné à tout le monde. Non, tout à fait. Et des hommes abandonnent les équipes féminines à cause de ça, parce qu'ils se rendent compte. On leur propose le projet, donc on va leur dire oui, je prends. Voilà. On pense que c'est plus facile. Voilà, est-ce que les hommes ne se disent pas qu'une équipe féminine c'est plus facile qu'une équipe masculine? Ils pensent certainement. Certainement. Je pense que c'est aussi dire ce challenge-là, moi, il m'intéresse, je vais le faire parce que c'est peut-être plus facile ou que ça va être les doigts dans le nez. Et en fait, quand tu es dedans, c'est différent. Et donc, ils abandonnent assez vite. Et ils se disent plus jamais. Ils se sont dégoûtés à vie, en fait. Ils sont dégoûtés à vie. Place aux femmes. Justement, j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas si vous en avez une, mais j'ai trouvé ça en préparant cette émission. C'était un entraîneur principal de garçons, des garçons en Allemagne. Le club, c'est Kloppenburg. Oh. De 5e division allemande, donc on ne connaît pas. Alors, c'est la coach Imke. Je dis pas son nom, c'est imprononçable. Donc, on n'avait pas aimé une question qui était un peu teintée de sexisme et qui mettait un peu en doute ses choix au niveau du vestiaire. Et elle a répondu ceci à l'entraîneur. Dans le journaliste lui dit, mais curieux de savoir si elle se promenait avec une petite clochette pour prévenir de son arrivée dans les vestiaires parce qu'elle coachait les garçons pour pas les voir en
petite tenue, je ne sais pas quoi. Et alors elle dit, oui, bien sûr que non. Je suis une professionnelle. De toute façon, je fais mon équipe selon la longueur du sexe de mes joueurs. Moi, je trouve que c'était très bien répondu. C'est une belle réponse. Une belle réponse. C'est ça. Est-ce que vous avez des anecdotes dans votre carrière, même peut-être de coach, peut-être joueuse aussi par rapport à des coachs, puisque c'est assez nouveau pour toi, Audrey? Est-ce que vous avez des anecdotes, pas dans ce style-là, mais... Non, pas spécialement d'anecdotes. Non, pas spécialement. Pas du tout. Ouais, non. Et la relation avec les arbitres? En tant que coach ou en tant que joueuse? En tant que coach. Coach féminin. Elle est la même? Ou peut-être que les femmes savent peut-être plus adoucir l'arbitre? Non. Pas. Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Moi, si je... On est pire. Non, mais alors, quand l'arbitrage est correct, voilà, ça reste correct. Après, quand l'arbitrage est mauvais, ça devient dur. Moi, j'ai eu l'expérience il y a peu à Charleroi, et là, j'avais juste envie, c'est de l'étrangler et dire à un moment donné, ok, et ce n'est qu'un match, mais à un moment donné, il y a des décisions quand même qui doivent... tu as 2 juges de ligne, il y a un trio qui est là, il y a des décisions parfois qui sont dures en tant que coach, parce que tu vis ton match à 200%, et quand il y a des décisions, alors quand ça arrive une fois, ça passe, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tu t'énerves un peu plus. Donc l'arbitrage, pour moi, à des moments, laisse un peu à désirer. Et comment justement vous gérez vos émotions? Parce que le foot, c'est l'émotion, oui, heureusement d'ailleurs. Mais comment est-ce que vous voulez gérer? Comment est-ce que en match, quand tu es dans une situation assez stressante, comment est-ce que tu fais pour ne pas péter un câble? Et est-ce que à quoi tu penses? Tu as des techniques? Écoute, si j'ai une technique, c'est d'aller m'asseoir à un moment donné à côté de mon T2 quand même. Donc oui, je suis toujours debout, mais d'aller m'asseoir un peu et de me dire, ok, pose-toi et pose-lui une question. Peut-être que lui va essayer de t'aider, parce que tu réfléchis beaucoup quand t'es le long de la ligne, et c'est aussi important de temps en temps d'avoir quelqu'un qui te donne un feedback qui est autre que celui de... Ouais, quand t'es debout comme ça le long de la ligne, c'est pas toujours évident. Moi, j'aime bien me mettre dans ma bulle. Mais à un moment donné, j'ai besoin aussi d'aller m'asseoir à côté de mon T2 et d'avoir quelques informations, voir si je vois juste, si j'ai les bonnes... et lui, de temps en temps, me guide et me calme. Mais parfois, c'est lui aussi qui se met debout. Et c'est moi qui le calme aussi. Donc voilà, c'est un envers l'autre, on s'entend bien. Et toi, Sabine? Moi, je marche. Tu marches? Oui, je marche. Et à un moment donné où je fais des allées-venues devant le banc, il faut que j'évacue, ou sinon je risque de dire des choses que je vais regretter. Donc, ou du moins montrer une mauvaise image. Donc, ma manière de me calmer, ça m'arrive de m'asseoir. Je m'assieds, je regarde. Mais là, moi, j'ai personne vraiment à qui discuter. Ou alors, oui, si peut-être avec mon délégué, mais je vais dire, je vais m'asseoir. Je vais essayer de faire redescendre la pression. Et puis après, je me relève et voilà quoi. Mais je marche, moi. Et après le match, après une défaite, vous ruminez encore quelques heures, quelques jours le match? Le prochain match. Ouais, chez moi, c'est le jour même, il faut pas trop en parler. Le lendemain, c'est toujours aussi compliqué. Ouais. Et après le dimanche, quand tu reprends ta feuille pour préparer ton entraînement, il faut essayer d'analyser qu'est-ce qui a pas été, et surtout qu'est-ce qu'on va travailler la semaine. Et donc là tu zappes. Allez, nous on a cette chance, moi j'ai la chance d'avoir un analyse vidéo qui analyse le match, qui me permet de revoir les images. Donc parfois c'est frustrant, j'avoue, mais ça te permet en tout cas de t'aider à retravailler durant la semaine. Donc voilà. Ouais, parce que tu as une autre vue. En regardant les vidéos, tu as une autre vue. Tu vois différemment. Tu vois différemment ce que tu... Il y a des moments, ce que tu pensais, ça va être différent, et parfois, tu avais vu juste. Hein, donc, c'est ça. Ouais, c'est quand même important d'avoir cette vidéo à l'heure actuelle. C'est quand même un plus. Maintenant, la première fois que j'ai fait ça avec les joueuses cette année, waouh! Je me suis dit, ah ouais, j'avais zappé en fait que revoir une vidéo pour des joueuses, c'était pas chouette en fait, parce que tu vois ce que tu fais de bien, mais tu vois aussi le côté négatif. Et une fille, en tout cas les joueuses que moi j'ai, elles
elles aiment pas trop. Et donc, ça a été un temps d'adaptation. Au début, de dire, je ne critique personne, mais on va dans un but de s'améliorer. Et ça a été une étape. Ça a pris 2-3 semaines avant que maintenant, ce soit une routine. Et c'est devenu une habitude maintenant. Mais tout au début, il y avait des yeux comme ça, des gens qui s'abaissaient, qui étaient renfermés. Et donc, il a fallu expliquer les raisons pour lesquelles on faisait l'analyse vidéo. Donc, c'est un peu ça aussi le côté féminin où tu as besoin, en tout cas, d'avoir plus de discussions et d'échanges avec elles. C'est la même chose pour toi, Sabine? Ou pas? Moi, au niveau de la défaite, j'ai du mal. J'ai du mal. Il faut pas me parler à la fin. Je vais rester. Faut pas me demander de faire un feedback. Voilà. Faut pas me demander de faire un feedback. De toute façon, c'est déconseillé, parce qu'on va réagir à chaud et on va pas être constructif du tout. Donc voilà, j'essaie de me calmer. Maintenant, j'essaie de pas trop montrer aussi ma mauvaise, le fait que je l'ai mauvaise. Donc si on va me parler, je vais essayer de parler. Voilà, je vais essayer de rester calme, mais il faut pas me parler du match parce que là ça va pas, mais voilà. Et puis le lendemain j'ai un peu du mal et après il faut vivre avec, on n'a pas le choix et on essaye après de réfléchir et d'être constructif pour le prochain match en faisant les entraînements. Et voilà, moi j'ai pas la chance de faire les analyses vidéo, mais moi ça m'arrive personnellement de le faire occasionnellement pour justement voir parce que des fois j'ai l'impression qu'en tant que coach on a beau donner des consignes et on a l'impression qu'on t'entend jamais. Et moi, je sors cette vidéo pour justement dire, voilà, tu vois ce que je te dis là depuis plusieurs semaines. Il y a un moment, voilà. Quand on a été joueur ou joueuse, on a toujours un peu de mauvaise foi. C'est un peu de l'interprétation. On pense toujours que, mais face à l'image, effectivement, et surtout si ça mène, est important. Est important. Et en plus, si ça amène à un but, une erreur, je peux comprendre qu'à un moment donné, on est un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais c'est vrai, mais c'était une chouette expérience finalement de se dire, je vais faire de l'analyse vidéo parce qu'aujourd'hui, tout le monde en fait. Tout le monde en parle, ouais. Et puis finalement, de voir la réaction de certaines joueuses. Franchement, moi, la première fois, et là, directement, au bout de 3-4 minutes, je me suis dit, oui, Audrey, il faut... ok, pause. On est dans un but constructif. On va analyser qu'est-ce qui était positif, parce qu'on remonte toujours qu'est-ce qui était positif, les phases qui ont été positives pendant le match. Et puis, à un moment donné, on va axer sur... qu'est-ce qu'on va travailler de la semaine, parce que ce point-là et ce point-là n'était pas correct. Et on ne vise jamais une joueuse en particulier. Ça, c'est surtout important. Si la joueuse se sent visée, elle va vivre le moment hyper mal. Et puis, à l'entraînement, parce qu'évidemment, on fait toujours l'analyse vidéo avant un entraînement. Et à l'entraînement, tu sens qu'évidemment, il y a une frustration aussi de la part de la joueuse, ou à un moment... t'es un peu moins bien parce que tu as vu la vidéo, tu as vu ta prestation. Alors moi, généralement, j'ai toujours, normalement, tu dois savoir quand tu as bien joué et quand tu n'as pas bien joué, mais c'est pas visible chez tout le monde, malheureusement. Donc voilà, l'analyse vidéo aide. Et voilà, j'ai été surprise au début, maintenant, c'est une routine. Est-ce que vous êtes plus sensible, si vous lisez, mais lire la presse, lire peut-être les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à vos rencontres? Est-ce que parce qu'il y en a certains qui ne lisent pas et qui ne lisent rien. Est-ce que vous êtes plus sensible à ça ou pas? Face aux critiques, maintenant quand on gagne, voilà. Mais face aux critiques, est-ce que vous êtes plus sensible? Moi, j'évite de regarder. Je regarde, mais après, tu te rends bien compte que de toute façon, des fois c'est frustrant parce que quand tu es interviewé et qu'on ne met pas ce que tu as dit, là c'est frustrant parce qu'ils aiment bien extrapoler. En fait, moi, j'évite de lire parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce qu'ils écrivent pas ce que tu dis. Donc voilà, ils vont aller chercher. Après, c'est le but du journaliste, mais voilà. À ce moment-là, est-ce que tu réagis, tu rappelles le journaliste? Non, du tout. Non. Je fais abstraction, on me dit des conneries. Enfin, tu t'énerves et voilà quoi. Tu passes à autre chose. Et toi, Audrey? Effectivement, non. Écoute, moi j'évite de lire. Je suis pas trop tout ce qui est Facebook, tout ce qui est les journaux, etc. Je sais pas trop de lire. Et puis, tu sais, maintenant, les journalistes, ils viennent pas toujours non plus. Tu as un interview peut-être une fois de temps en temps, et généralement quand tu as le journaliste, ils savent pas pourquoi ils sont là parfois, ils viennent, ils connaissent pas le football féminin, et donc c'est toi qui dois leur expliquer avant. Donc à des moments c'est un peu aussi alors qu'à l'heure actuelle on parle du sport au féminin, donc voilà. Mais il y a de plus en plus de médias, et moi les critiques honnêtement ça me passe au-dessus, et on avance, et c'est ça le plus important. On aura encore des critiques, je crois que toute personne à un moment donné dans sa vie reçoit des critiques, mais le but c'est maintenant d'avancer et de pas écouter.
voilà, sinon mentalement c'est difficile. Sinon, par rapport aux questions, peut-être que où tu sens que le journaliste ne connaît pas trop le football féminin, tu peux réagir comme Laszlo Bologna pour parfois certaines questions des journalistes. Ouais, à un moment, tu sais quand même de rester poli et correct, mais c'est vrai qu'il y a parfois c'est un peu frustrant, ou alors il te repose les mêmes questions que tu as eu il y a 2 semaines, mais bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, ce que je dois apprendre, j'ai dit ça, maintenant il y a des résumés de matchs sur Eleven, et donc après chaque match tu dois passer à l'interview. Alors ça, c'est le côté waouh, tu sais que je savais pas, je connaissais pas, et c'est pas facile parce que on t'a préparé à ça? Ah non, pas du tout. Donc surtout que c'est après ton match, donc c'est directement après, donc t'es à chaud et on te tend le micro et là c'est parti. Ouais. Et donc là tu dois voilà, je veux dire, on apprend tous les jours. J'apprends aussi. Et sur le moment, la première fois, c'était pas évident parce que t'es à chaud et que t'as pas toujours envie de donner une interview directement, mais tu le fais parce que c'est important. Je pense qu'on donne son avis après un match et je trouve ça génial maintenant que les matchs qu'on ait des highlights toutes les semaines, qu'il y a un match qui est diffusé au niveau d'Eleven. Et je trouve que ce qu'a fait en tout cas Eleven, c'est top. Ça nous permet en tout cas de voir le football féminin et de voir un autre football aussi à la télévision, parce que pour l'instant quand tu es sur Eleven, c'est beaucoup des matchs masculins, et je trouve que ça manque un peu de voir le football que même pas en Belgique mais dans d'autres pays aussi. Je crois que c'est important qu'on puisse retransmettre en tout cas certains matchs à la télévision. Voilà, ben restez avec nous, on va passer à une petite page de pub et puis on continuera à travailler sur ce thème du coaching féminin et surtout les besoins que vous avez dans vos fonctions respectives. C'est vrai qu'il est là. Votre vitrage de voiture est abîmé? Une seule adresse, Europa Autoglace. Remplacement et réparation de pare-brise toutes marques. Europa Autoglace, des professionnels au service de votre automobile. Avec nous, la franchise vous est totalement remboursée. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence et plus. Europa Autoglace, chaussée de Mons, 473 1070 Bruxelles, à 2 pas du canal. Appelez-nous au numéro gratuit 0800 903 81. Europa-autoglace.be. Prendre les transports en commun, c'est ajouter de nouvelles habitudes à votre quotidien, comme une nouvelle passion, le tricot pour les nuls. Il n'y a pas pour les très très nuls, mais vraiment bien bien nuls. Hein. Ou écouter des podcasts. Voilà, j'étais prise dans mon podcast, j'ai raté mon arrêt. Alors, rajoutez les transports en commun à vos nouvelles habitudes. Une campagne de l'ASTIB, de Lane, le TEC et la SNCB. Pensez à vous protéger et à protéger les autres. Dans les transports en commun, ajoutez le masque à vos nouvelles habitudes. Voilà, dernière ligne droite de cette émission Zone Technique consacrée au coaching féminin. On est toujours avec Audrey Demoustier et Sabine Broncard. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au coaching féminin? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer selon vous? S'il y a des pistes de réflexion ou des conseils qu'on pourrait donner peut-être à des joueuses, ex-joueuses, mamans qui voulaient se lancer dans le coaching, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le coaching féminin par rapport à vos besoins actuels? On vient de le dire, tu es passé au niveau de l'interview, on ne t'a pas préparé, alors qu'aujourd'hui au niveau pro, au cadre, au cadenas, la communication et autres, et toi, allez vas-y après ton match, qu'est-ce qui vous manque encore? Et moi, je pense, au niveau du féminin Westerwolde, on l'a vécu. Et moi, j'essaie d'accompagner, en tout cas, toutes les jeunes, enfin les joueuses ou les mamans à dire lancez-vous dans le coaching, parce que tu vas ressortir avec quelque chose. Tu vas voir quel épanouissement tu vas avoir et tout ce bien-être à un moment donné de pouvoir accompagner les enfants dans cette passion du football. Et donc, j'accompagne pour l'instant des joueuses en fait de notre équipe P1 et qui sont maintenant devenues coach chez nous, et donc on les accompagne au quotidien. Et moi au quotidien je leur dis, et on les corrige, mais je leur dis vous avez bien fait de passer l'UFAC. Et aujourd'hui elles me remercient de dire merci de m'avoir poussé à faire l'UFAC, et donc ça marche. Mais je pense qu'on a besoin encore d'accompagner et d'avoir un peu plus une visibilité. Je veux dire que ça existe, en tout cas lancer plus de femmes et de filles dans le coaching. Et puis c'est quand même
c'est valorisant comme de voir son coach T1 de l'équipe Fagnon venir comme ça dans même chose dans les clubs avec les coachs masculins, mais de voir l'implication du coach de l'équipe Fagnon s'impliquer dans le centre de formation, dans l'école de jeunes et peut-être plus au niveau du football féminin. Ça c'est. Je crois que c'est hyper important. On doit être des exemples pour toutes ces jeunes filles qui veulent commencer à jouer au foot, mais aussi pour ces jeunes coachs qui veulent débuter avec le coaching. Et donc moi je suis régulièrement très tôt dans le stade, mais je suis aussi responsable sportif au niveau du Féminin Westerhouloué, donc je suis là très souvent pour accompagner toutes les jeunes joueuses. Je pense que toutes les filles du club qui sont inscrites me connaissent, et donc moi j'essaye de les encourager, et c'est la même chose pour je pense qu'au niveau du club on a 4 nouvelles filles qui nous ont rejoints au niveau du coaching, et donc au quotidien on les accompagne, et il y a quelques petites erreurs, comme ce week-end par exemple, où dimanche je dois me lever à 8h du matin pour encoder une feuille de match. Mais tu vois, c'est des détails, mais tu les accompagnes et tu leur dis bon, à l'avance, mais je suis sûre que ça arrive aussi chez les garçons. Mais alors, maintenant, on a fait le briefing, c'est parti, elles connaissent. Et donc ça aussi, c'est je pense, un côté positif de la femme, c'est qu'elle écoute et elle avance. Et elle progresse, et elle veut toujours bien faire. Et ça, pour moi, c'est un côté qui est hyper important, parce que tu n'as pas besoin de répéter 3 fois la même chose. Donc il y a besoin un peu d'avoir ce coaching à côté. Tout à fait, je crois qu'il faut accompagner. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, comme elle dit, il faut leur donner envie et oser, parce que nous, on a fait le pas, donc on sait. Et donc du coup, c'est continuer en fait la communication et la pub. Par rapport déjà au fait que y a le 100% féminin au niveau UFAC, donc c'est important, et donc du coup voilà, il faut continuer. Et si nous on réussit à attirer ces personnes-là à passer le brevet, eux feront exactement la même chose qu'Audrey et moi, à motiver d'autres personnes qui n'osent peut-être pas et qui ont peur. Donc voilà, je pense qu'à long terme on va y arriver, quoi. Et ton prochain rendez-vous, au niveau des matchs, prochain match à Gand ce vendredi à 20h30. Après qu'il y a une blessée à Gand, donc une bonne joueuse. C'était une bonne joueuse. C'était une Red Flames, donc je suis un peu on va dire que je suis contente, mais voilà, le prochain rendez-vous c'est Gand, et après c'est le Standard à la maison, donc c'est quelque chose de costaud qui nous attend. Et toi Sabine, au niveau de Volvo Calamine, ce dimanche à la maison contre Medina Bruxelles. Comment est-ce que vous êtes à la veille d'un match? Le matin, vous vous levez, vous avez un rituel, il y a des coachs qui ont un rituel assez bien précis, et vous ou pas, vous avez une pression, vous pensez à votre match ou bien pas du tout Ouais. La nuit est difficile selon le match. Non, mais moi je prépare tout la veille, ou même voir 2-3 jours avant où je fais ma feuille de match et que voilà, je suis posée, je fais le petit... mon petit rituel où je prépare tout. Mes affaires, moi, je les prépare le jour même. J'essaye de me dire, ça va, ok, j'ai rien oublié, c'est bon, il n'y a pas de désistement, ça va, c'est bon, on y va. Maintenant, stressé. Son GSM si on n'a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Message voilà, parce que ça arrive aussi. Mais sinon, non, je reste calme. Maintenant, stressé par, voilà. Selon certains matchs, selon certains challenges, tu es stressé, énervé, et voilà. Et qui disparaît quand tu commences le match? Non, le stress reste là. Maintenant, la chose la plus compliquée, c'est de ne pas le faire ressentir à tes joueuses que tu es stressé et énervé. C'est la chose la plus compliquée. En tant que coach. Justement, est-ce que ça a été difficile pour toi, Audrey, de dire finalement de revêtir ce costume de T1 avec une responsabilité par rapport aux autres joueuses, et disant finalement, c'est ma première. Est-ce que ça a été difficile pour toi? C'est difficile parce qu'il y a ce stress qui t'envahit, et cette attente aussi. Les attentes sont énormes, donc je suis déjà quelqu'un de base qui est plutôt stressé, donc effectivement ça c'était un point. Ça peut. Tu dois essayer de pas le transmettre, mais c'est pas toujours évident. Donc moi j'arrive très souvent bien à l'avance. Avant les joueuses, comme ça j'ai le temps de placer la théorie, l'équipe au tableau. Je ne parle jamais avant un match, je ne parle jamais après un match, mais je suis toujours disponible le lundi à l'entraînement pour dialoguer avec une joueuse, expliquer les raisons, etc. Mais avant, après, jamais, parce que je suis focus sur le match, et je dois rester dans cette bulle pour éviter de transmettre ce stress qui
qui est là est bien là, mais c'est le stress de la compétition, du match. Quand tu es compétiteur, tu as toujours envie de gagner, même si tu sais que c'est compliqué. Je sais que ce vendredi à Gand, ça va être compliqué, mais je suis déjà stressée. Voilà. Alors, moi, je découvre les matchs le vendredi soir. Avant de jouer le samedi, je t'avoue que je préparais ça le samedi matin et ça me prenait, tu pensais, tout le samedi matin. Maintenant, j'essaie d'être organisée, donc tu vois, après aujourd'hui, enfin après maintenant, je vais rentrer à la maison et je vais penser déjà au match, je vais déjà préparer certaines choses et demain on aura un dernier entraînement qui va me permettre en tout cas de finaliser mon équipe. Et généralement, je me lève le vendredi très tôt le matin avant d'aller au boulot. Et vers 6h du matin, où mon équipe je mets tout sur papier. Et après, j'y pense plus pendant la journée. Et une fois que la journée est finie, à 17h, et tu dois prendre la voiture, ton sac, tes affaires. Voilà, là, t'es focus sur ton match. Et en termes de formation continue, puisque la communauté des entraîneurs francophones de football s'appelle Core Business des formations continues, quels seraient vos besoins? Si vous deviez formuler des besoins pour vous, moi en tant que coach, j'aimerais bien avoir une formation continue en recyclage sur telle thématique. Eh ben moi, j'en ai une sur le management, je vais dire. Parce que maintenant, je pense que le coach, c'est devenu être manager. On a organisé un colloque, justement, avec Michel Prudhomme. Évidemment, aujourd'hui, dans le foot féminin, masculin, pardon. Aujourd'hui, de l'entraîneur au manager. Et on a vu comment, lors du colloque, Michel Prudhomme manageait un peu toutes les cellules, en fait, que ce soit médicale, sportive et autres. Donc ça serait top. Voilà. Ah oui, ça c'est certain. Ce serait un plus parce qu'il y a des moments, tu sais pas toujours comment tu peux réagir ou comment tu dois réagir. Et donc voilà, moi je crois que c'est un plus en tout cas pour l'accompagnement et des joueuses et du staff. C'est pour moi hyper important à l'heure actuelle. Bon, toi Sabine, t'es dedans, mais quels seraient tes besoins? Je pense que le côté gestion d'émotions et la communication, ce serait pas mal. Parce qu'on n'aborde pas une femme comme on aborde un homme et ça a son importance. La psychologie, un petit peu. La psychologie, effectivement, ça c'est un point. Ça éviterait que les coachs hommes lâchent les équipes féminines. Rapidement. Vraiment? Moi, je crois qu'ils doivent être, pas qu'ils doivent être formés, mais en tout cas, on doit leur expliquer avant de rentrer dans la fonction de comment. De bien les briefer, en fait. Tout à fait. Et là, à la limite, il faudrait qu'ils aient une coach féminine, enfin une T2 féminine, l'inverse. Donc je pense que ça, c'est ce qui est un peu ressorti. Donc finalement, la complémentarité dans le coaching, c'est d'avoir ce mixte, en fait, que ce soit des hommes, T2 femmes, et comme disait Xavier. Peut-être qu'on aura une T2, si déjà on a une T2 féminin en JR Pro League, ce serait le top. Tout à fait. Ce serait déjà une avancée. Je pense déjà que Tamara Cassimon coach maintenant une équipe de garçons en, je ne sais plus dire la catégorie, je ne sais pas si c'est U17 ou U19, mais elle coach à Arscott, une équipe de garçons, parce que c'était un challenge aussi pour elle à un moment donné dans ta carrière de dire ok, je suis dans le football féminin, mais j'ai aussi envie de découvrir le football masculin en tant que femme. Donc voilà, elle s'est lancée cette année dans le coaching au niveau d'une équipe masculine. Et je pense qu'elle apprécie en tout cas le challenge. Et est-ce que c'est différent des deux côtés? Parce que ici on a parlé du côté francophone, mais est-ce que du côté flamand c'est différent par rapport au coaching féminin? Est-ce que j'ai pas de. J'ai pas de. Je saurais pas dire. Non plus. J'ai pas d'idée. Franchement, je sais pas du tout comment ça se passe de leur côté. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont coachs. Je vois notamment à Gand, la deuxième équipe, c'est une femme qui coach Gand. Donc voilà. Je crois qu'il y a des femmes aussi qui sont dans le football. Après, est-ce qu'ils sont dans le football masculin? Ça, je peux pas dire. En Super League, combien de coachs féminins en Super League? Une. Je pense que c'est Audrey de Bousquet, je pense. Voilà. En DA? Je pense que, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y en a. Gand, parce qu'il a une D1. Ah oui, Gand a une deuxième équipe en D1, donc elle coach. Et je pense qu'elle doit être la seule. Je pense aussi à Wisswiesel, peut-être, ça doit être une femme qui coach. Et dans le foot en salle, il y a beaucoup de coachs féminins ou pas?
Ou tu es une des rares? Je suis cette année la deuxième. Ah oui. On est deux. L'année dernière, j'étais seule et cette année, on est deux. Sur combien d'équipes? 12 ou 14 de mémoire. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Voilà. Il y a un long chemin, mais je crois qu'on va y arriver et je crois qu'on doit vraiment encore pousser les 100%, enfin les UFAC 100% féminins. Et après, avec la confiance et l'expérience, je crois que les femmes vont se lancer. Donc l'avenir est devant nous. Surtout que c'est une priorité cette année au niveau de l'Union belge, au niveau du football féminin. Donc voilà, il faut mettre des actions en place, il faut mettre des incitants, comme les labels aussi, on en a discuté tout à l'heure. Et je pense que petit à petit, c'est sûr que si on augmente la base des joueuses, au niveau de la pyramide, à un moment donné, tout le monde ne va pas devenir coach. À un moment donné, ça va s'étoffer. Et puis voilà, il y a toujours aussi toujours les exemples. Voilà, je vous remercie pour votre présence, votre partage. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était super, merci à toi en tout cas pour l'invitation. Merci parce que c'était une première pour moi en tant qu'animateur sur Arabelle. J'ai géré, merci pour vous avez été gentil, très coopérative, collaborative. Voilà. Alors au niveau des actualités de la communauté des entraîneurs francophones de football, je rappelle que la semaine prochaine on a une formation en ligne de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, c'est vraiment une formation 100% Atlético de Madrid. Donc, qui débutera le mardi 6 octobre. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au vendredi 2 octobre. Voilà. Donc, il y a 3 modules en fonction du niveau que vous voulez choisir. Donc, les thématiques abordées sera la méthodologie et la préparation physique. Voilà. C'est bien de se nourrir. Formation en ligne. Voilà. Toutes les infos sur notre site. Formation multiskills aussi. De 2 prochaines dates déjà, le 25 du 10 à Mons et le 29 du 10 à Beauvechain. Ainsi que les formations continues vont arriver. Avec le Covid, il est très compliqué d'organiser des formations en présentiel physique. Et donc, le département des cadres est en train de travailler à ça, de finaliser à ça. Donc, on devrait avoir plusieurs formations continues entre le mois d'octobre et le mois de janvier-février. Pour nos colloques, gros point d'interrogation parce que voilà, on ne sait pas encore comment on va évoluer. Super positivement. Super positivement, on espère super positivement et qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. Voilà. Est-ce que ça a beaucoup bouleversé ta préparation, vos préparations au niveau du Covid ou pas? Pour ma part, non. Non, pas spécialement, mais en tout cas, elles avaient hâte de reprendre, ça c'est clair. C'était devenu insupportable d'être seule à la maison. J'avais beaucoup de messages qui étaient bon, maintenant ça suffit, on veut reprendre et on a envie de jouer au foot ensemble avec l'équipe et pas seule à la maison en train de. C'est vrai, parce qu'au début sur les réseaux sociaux, tout le monde s'entraînait, on montait des vidéos, et puis au vu que ça diminuait, on voyait que les gens avaient besoin de sortir. Alors, Audrey, parce que Sabine l'a déjà, je t'offre le symbole de la communauté des entraîneurs francophones de football, c'est le brassard. Magnifique. Voilà, j'espère qu'il portera chance. On regardera la télé vendredi si elle l'a. Voilà, je vais le mettre. On va discuter si elle gagne. Si elle gagne, voilà. C'est grâce à vous. Voilà, et bien je remercie aussi tous nos auditeurs qui nous ont suivis et je vous dis aussi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle thématique. Voilà, bonne soirée à tous. Le virus apporte enfin de bonnes nouvelles. Tous masqués et bim, dans le tram c'est carnaval.